Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce qu'on regarde? Épisode 191. 191, Ben. Beaucoup de nouveautés cette semaine. Beaucoup de nouveautés. C'est un gros épisode. J'ai beaucoup de nouveautés correctes. Tu sais, j'ai pas de nouveautés qui m'ont flabbergasté sur les fesses. C'est dommage, mais c'est comme ça. Tu sais, il Mais y a tu sais, des semaines que c'est comme ça. c'est un temps de l'année pour le cinéma qui est un peu à chier, là, tu sais, en général, à chaque année. Oui, oui. Ben, c'est un peu comme la température. Tu sais, je veux dire, ça va avec la Ouais, température. C'est souvent aussi février et mars. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est souvent aussi plus mort dans les cinémas. ouais. Pas parce qu'il y a pas des bons films qui sortent, mais parce que les gens ont moins d'argent, peut-être. Tu sais, c'est les impôts, c'est le début de l'année aussi. Les gens, euh, les gens sont moins festifs que l'été, mettons. Mais ça arrive souvent que les gros studios mettent un gros film dans ces mois-là, puis c'est comme le. Tu sais, ça va être comme la sortie du mois, fait que les familles vont y aller, puis tu sais, ça va faire beaucoup d'argent. Tu sais, je me rappelle, Black Panther Ouais. était sorti en février, puis ça a battu tous les records des films de février parce que les gens voulaient le voir, ce film-là, tu sais. Mais Mais là, c'est une belle idée, tu sais, des studios de dire, ouais. Chris, on va mettre un bon film. Je vous dis, j'ai sacré. Christophe, on va mettre un gros film, tu sais, que tout le monde veut voir pendant ces mois-là. Comme ça, les familles, ah, ce film-là, il a l'air plate, on va garder notre cash pour aller voir l'autre film, tu sais. De toute façon, on n'a pas longtemps à attendre parce que le film de l'année sort vendredi. On est excités. Oh, tabarouette! Ben oui. OK, ben oui. Minecraft, Ben let's go. oui. Non, non, mais j'étais en train, dans ma tête, j'étais là. Christy, j'ai-tu manqué une sortie? C'est peut-être un film plus niché que Ben m'a pas parlé, puis je suis comme de quoi il parle. Minecraft, écoute, on en parle à la fin du pod, mais je pense pas que je vais aller au cinéma voir ça. Mais tout ça pour dire que j'ai des scoops. Pour commencer l'épisode, là, 191, des très très grands scoops. Je sais pas si tu as vu les nouvelles sur les réseaux sociaux, Ben. Ok, Peut-être. le plus grand scoop, J'ai Ben, vu, je sais pas. je sais pas si c'est un scoop que t'as, mais The Running Man qui est fini de tourner aussi. Je sais pas si t'en as Ah entendu. non, ça, je l'ai pas vu, tu vois. C'est un beau Ah, scoop, ça. ouais, Christy. très hâte. Ça va être bon avec Edgar Wright derrière la caméra. Absolument. Je sais pas si Arnold va apparaître. Ben, le Un- personnage principal, c'est lui qui est partout, là, je ne me rappelle plus son nom. En tout cas, Glenn Powell. Glenn Powell, exactement. Ouais. Ben, ça a l'air intéressant. Moi, je suis fébrile de voir ce film-là. J'adore l'histoire. C'est une histoire basée sur un Stephen King. Fait que Ben, écoute, tout ce c'est que intéressant. Edgar Wright fait, c'est tout le temps très bon. Fait que, allons-y. Oui. Oui, puis tu sais, c'est une histoire qui file pas tant Stephen King, tu sais. C'est une histoire très sci-fi. Ça ressemble même un peu à Total Recall. Fait que tu sais, OK. je pense que ça va être. C'est un bel univers pour Edgar Wright, je pense. Donc, premier gros scoop de cette semaine. Une partie du cast de Avengers Doomsday a été sortie. Donc, c'est une vidéo quand même de 2 minutes, là. Genre une caméra qui fait juste un panorama sur toutes les chaises de Director's Chairs, là, avec les noms des acteurs qui vont apparaître dans Avengers Doomsday, qui est le prochain Avengers, qui sort en mai 2026. Donc, dans Un- un mois dans un an et 2 mois environ. Très fébrile de voir ça, très hype. Donc, des gros noms qu'on se doutait qu'on allait voir là, comme Chris Hemsworth, qui revient en Thor. T'as Paul Rudd aussi, Paul Rudd qu'on va parler aujourd'hui, mais il revient en Ant-Man. On a Laetitia Wright qui revient en Black Panther aussi. On va avoir aussi j'oublie son nom, mais c'est l'acteur qui jouait Namor, l'espèce d'Aquaman de Marvel dans Black Panther Wakanda Forever. Puis, bon, Robert Downey Jr., évidemment, qui reprend pas son rôle de Tony Stark, mais qui revient en Doom Fatalis, donc Victor Doom, qui est un vilain. Principalement le vilain des Quatre Fantastiques. Donc là, ça va essayer de voir est-ce qu'il va juste apparaître dans la scène cachée des Quatre Fantastiques qui sort en juillet,
Ou est-ce que il va avoir un rôle quand même principal dans le film? Je croirais pas, là. Ça n'a pas été annoncé là, que Victor Doom Fatalis était le méchant des Quatre Fantastiques. Mais c'est un gros vilain du MCU. Tu sais, il est pas aussi big que Thanos, mais Doom Fatalis, on le voit, tu sais, se battre contre Spider-Man, contre Daredevil, surtout les Quatre Fantastiques. Mais tu sais, faut rappeler aussi, je vais te le rappeler, mais que j'avais vu le film, mais les Quatre Fantastiques, c'est la première équipe de super-héros de Marvel qui a été créée. Donc, c'est sûr que tout part de Victor Doom Fatalis parce que c'est comme le premier gros vilain, si tu veux, d'une équipe de super-héros. Oui. Quand tu dis que c'est les premiers qui ont été créés, c'est-tu les premiers qui ont été créés dans l'univers Marvel ou c'est la première bande dessinée, c'est les Fantastic Four? Ben, écoute, dans l'univers Marvel, ça c'est sûr. Ok, mais c'est Euh, quoi la genèse de Marvel? C'était qui les premiers? ben, Spider-Man, c'est le premier de Marvel. Ok. Spider-Man, c'est le premier, mais tu sais, avant ça, DC avait déjà Superman, Batman, tu sais. Mais Spider-Man, c'est le premier, puis je te dirais que les Quatre Fantastiques, c'est la première équipe, en fait. Fait que, tu sais, on n'avait pas vu ça avant, là, des super-héros qui font équipe ensemble. Puis, tu sais, par la suite, ça a donné le ton aussi aux Avengers, toutes les équipes après les Gardiens des Galaxies, tu sais, toutes les équipes formées ensemble, là. Mais on y reviendra sur les Quatre Fantastiques. Sauf que là, je suis curieux de voir parce que c'est ça, Robert Downey Jr. qui revient en vilain. Fait que ça va être le gros vilain. Tu sais, le titre de Avengers, c'est clairement juste, c'est lui le big vilain, le Doomsday, Victor Doom, Fataliste. C'est... Puis, la grosse annonce dans ce casting-là, donc vous irez voir là, tous les noms, il y en a plusieurs, là, il y en a comme une vingtaine déjà. Anthony Mackie qui revient en Captain America. Euh, les gros noms sortis, c'est 6 acteurs des X-Men originaux de Fox Ouais. qui reviennent dans Doomsday. Donc, Patrick Stewart, qu'on a déjà vu revenir en Professeur X là, dans le MCU, mais là, il revient. Ian McKellen, qui reprend son rôle de Ils Magneto. sont rendus vieux, eux autres, là. C'est mec là, il y a genre Ils sont 90 ans. très, très vieux. Fait que d'après moi, c'est comme la fin de leur carrière dans ce style de super-héros-là de film. Tu vas avoir Kelsey Grammer qui revient en The Beast. Mais Beast, on l'avait vu à la fin des Marvels. Tu sais, je t'avais parlé, là, il y a comme une scène cachée à la fin Ouais, de ouais, The ouais. Marvels. Ouais. Puis c'est comme un autre univers. Puis où la capitaine Rambeau, elle se retrouve. Puis là, elle voit Beast. Fait que c'est Kelsey Grammer qui rejouait, dans le fond. Lui, il a fait Beast dans The Last Stand en 2006. Ouais. Puis il avait repris son rôle à la fin de Days of Future Past. Mais là, c'était vraiment comme. C'est lui qui prête sa voix, mais c'est CGI. Fait que, il ressemblait vraiment plus au Beast des comics. Là. Fait que je suis quand même intéressé de voir la suite des choses. On a aussi Rebecca Romijn qui revient en Mystique. Donc, ça, c'était la Mystique, c'était pas Jennifer Lawrence, là, c'était la Mystique des premiers X-Men. Puis, on a James Marsden qui revient en Cyclops. Ça, j'ai vraiment hâte de voir parce que j'espérais le voir dans Deadpool and Wolverine. Finalement, on n'a pas vu beaucoup d'X-Men qu'on connaissait, là, ben, qu'on connaissait. D'acteurs, en fait, originaux des X-Men dans Deadpool and Wolverine. Fait que d'après moi, tu sais, parce qu'il y a eu des leaks d'images de James Marsden qui portait le costume de Cyclops. Fait que d'après moi, il se préparait déjà à jouer pour Doomsday. Fait que ça va être intéressant de voir ça. Puis moi, je trouve que c'est important qu'on lui donne quand même un rôle assez important là, dans Doomsday, si c'est la dernière fois qu'il joue, parce qu'il n'a jamais été. Tu sais, Cyclops, dans les X-Men, il a toujours été un peu mis à part, là, tandis que dans les comics, c'est le chef des X-Men. Tu sais. Fait que, il est censé être quand même important. On a aussi Alan Cumming qui revient en Nightcrawler, Ouais. donc Diablo qui a été, tu sais, c'est un des meilleurs personnages qui a été mis en live action dans X-Men 2. Il n'est pas revenu dans Last Stand puis toutes les autres. C'était un autre acteur, un jeune acteur qui jouait dans Apocalypse, puis les deux derniers, là, Dark Phoenix, puis Apocalypse. Je me rappelle plus le nom de l'acteur, mais c'est sûr que Alan Cumming, c'est le fun de le voir revenir là-dedans après tout ce temps. Puis, il y a Channing Tatum qui reprend son rôle de Gambit.
Donc, là, désolé pour le spoiler. Si jamais vous n'avez pas vu Deadpool and Wolverine, il y a Channing Tatum qui jouait Gambit dans ce film-là. Donc, il revient. Donc là, c'est comme un peu. On ne sait pas trop si ça va être. Est-ce que c'est vraiment l'équipe du X-Men de MCU? Est-ce que c'est juste pour le multiverse? On rencontre des X-Men ici et là, puis après ça, on passe la balle vers une équipe du MCU, peut-être. Mais ça va être, c'est ça, ça va être compliqué là, de faire une histoire avec tout ça. J'ai hâte de voir. Je suis hype pour les X-Men, mais en même temps, ça fait peur parce que tu sais pas trop où ils vont aller. Puis jusqu'à maintenant, pour être honnête avec toi, Ben, même si je suis un grand fan, ça manque de quoi, là. Le MCU, là, dans les dernières années, il y a un manque au niveau des scénarios, ça, c'est sûr. Le fan casting, ça, les caméos de la mort, c'est vraiment cool, c'est le fun. Puis, c'est là où le multiverse peut être un problème. C'est que t'as pas d'histoire, puis t'amènes plein de caméos qui ont aucun sens, puis au final, No Way Home, c'était écœurant. La première fois que tu le vois au cinéma, t'es avec les trois Spider-Man qui arrivent, puis c'est écœurant, mais l'histoire est un peu plate. Tu réécoutes le film, puis t'es comme, ouais, il aurait pu faire ça, il aurait pu faire ça. Fait que, quand tu dis qu'il aurait pu faire plein d'affaires de même, c'est sûr que le hype, il redescend après, tu sais. Donc, Avengers Doomsday a sorti une partie de son casting. Je pense pas que c'est tout le casting là, qui ont sorti, mais prochainement, j'imagine dans les prochains mois, la prochaine année, en fait, on va en savoir de plus en plus, là. C'est quand même bizarre qu'ils annoncent ce casting-là un an avant la sortie, là, mais à suivre. Mais j'imagine que le tournage a déjà commencé. Ah oui, oui, ça c'est Ça, sûr. ouais. Ben, c'est peut-être même, peut-être que ces acteurs-là, justement, ils ont déjà tourné toutes leurs scènes, ou que, peut-être que c'est pour, justement, vendre déjà des teasers, des petites promos, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'était mon gros scoop. Si vous n'avez pas vu ça, c'est passé sur tous les réseaux, là. Facile à voir quand même sur YouTube ou peu importe. On a eu la première affiche de. Tu sais, la semaine passée, je te disais, Scream 7 a fini le tournage. Ça sort en février 2026. Puis là, on a reçu la première affiche de I Know What You Did Last Summer, qui est censé sortir comme cet automne, là. C'est censé sortir cette année, ça. Mais on n'a pas eu encore de bande-annonce, rien. Je ne sais pas la date exacte que c'est censé sortir. Mais je suis quand même curieux de voir ça. Moi, j'adore les deux premiers films. Après, ils ont fait un troisième film qui était vraiment de la chenoute. Écoutez pas ça. I Always Know What You Did Last Summer. C'était vraiment n'importe quoi. Puis là, ils ont fait une série sur Prime Video. Puis c'était pas très bon. Donc, je suis quand même hype de voir ça. T'sais, ils font un genre de requel, là. T'as Freddie Prinze Jr. qui va jouer dedans. Je crois que Jennifer Love Hewitt aussi revient. Brandy aussi, une chanteuse de l'époque qui jouait dans le 2. Ben, je pense qu'elle est encore actrice, là. Elle a fait un film A24 récemment. Je ne l'ai pas encore vu. Je pense que c'est sur Prime Video. C'est The Front Room, quelque chose comme ça. Ça a l'air que c'est mauvais. Donc, on la salue. Brandy. Euh, on a l'annonce qu'on a partagée aussi en story Ouais. Ouais. sur Qu'est-ce que tu regardes? One Battle After Another. C'est le prochain film de PTA, Paul Qui Thomas ressemble, Anderson. qui ressemble en rien à tout ce qu'il a fait avant. C'est ça que j'ai Non, hein, dit. ça a Ouais. l'air quand même pété. Ouais. Ça a l'air pété. Mais je voyais un peu de D-Master dedans. Mais tu sais, un D-Master qui se passerait à notre époque. Comme. Ça a l'air mystérieux, mais. Oui. Tu sais, Léo, il s'en ressemble pas pendant tout, là. Il est dur à identifier, on dirait pas que c'est lui, là. Fait que ça, c'est hot. Oui. Ouais. Ben, il ressemble, je trouve son look, il ressemble pas mal dans le fond, au personnage qui joue le cowboy dans Once Upon a Time in Hollywood, là. Ah Tu ouais, sais, avec ouais, la ouais, moustache comme de méchant, là. ouais, Il ressemble à un vilain, tu sais. ouais. Mais tu sais, il y a une tique sur la tête. Ça a l'air d'être un ancien militaire que là, il y a comme des problèmes un peu d'après-guerre, puis il cherche sa fille. L'annonce nous en dit pas plus, hein, quand même. Ça serait le fun que ça aille dans les zones un peu de Inner Vice. Parce que c'est vraiment sauté, puis ça va dans tout. Mais je pense que c'est-tu Thomas Pynchon aussi, le roman? Je me rappelle plus. Écoute, je sais pas. Faudrait checker. En tout cas, mais ça se peut que ce soit même un romancier. Puis tu sais, c'est un gars qui est sauté, qui a l'air sur la Ben drogue. ouais. Là, fait Mais que, en tout cas, l'annonce, ça a l'air sauté. Ça a l'air quelque chose. je vais aller voir. Continue, je vais aller voir. Très hâte de voir ce film-là. Il sort, je me trompe pas, cet été.
Ça Ouais. sort-tu en août? 26 Je ne me rappelle pas la septembre. date exacte. 26 septembre. 26 septembre, bon. Fait que c'est à suivre, c'est à voir. On va sûrement avoir d'autres teasers aussi, d'autres annonces là, qui en annoncent un peu plus. Je voulais rectifier le tir aussi. C'est un scoop qu'on a déjà dit, là, on a déjà parlé. Mais tu sais, je cherchais un autre nouveauté qui sortait en même temps que Death of a Unicorn le week-end passé. Puis là, je te parlais, je pense que c'est Andor qui sort en fin de semaine. Andor, c'est pas du tout sorti encore, là. Andor saison 2 sur Disney+. Ça sort le 22 avril, ça. Donc, il y avait effectivement une autre nouveauté qui sortait. En fait, il y en avait deux autres qui sortaient au cinéma. Donc, pas de nouveauté en ce moment en salle. Il y a A Death of a Unicorn, que je vais vous parler aujourd'hui. A Working Man, un film de David Ayer avec Jason Statham, que je vais vous parler aussi aujourd'hui. Et il y a The Woman in the Garden, quelque chose comme ça. Ouais, ça a l'air plate. La femme dans le jardin. Ça, écoute, je ne l'ai pas vu, ce film-là. Je ne pourrais pas vous en parler aujourd'hui, mais c'est un film de Blumhouse qui a l'air horreur, mais à ce qui paraît, c'est épouvantable, c'est pas bon, c'est mauvais. Puis, tu sais, j'ai regardé l'annonce, là, puis j'avais vu quelques previews là, avant que ça sortie, mais là, je me disais, est-ce que je m'en vais voir ça au cinéma? Puis pour vrai, j'ai juste perdu tout intérêt à aller voir ça. Ça a l'air d'être un genre de Woman in Black. C'est un film d'horreur là, que Daniel Radcliffe avait fait, c'est un remake en fait. Là. Mais ça a l'air pourri. En tout cas, allez voir ça si jamais ça vous intéresse. C'est un film qui semble être horreur, mais tu sais, avec Blumhouse aujourd'hui, là, les films d'horreur, on s'entend. Donc, si tu veux, bon, on peut commencer avec. C'était tous mes scoops de cette semaine. Ouais. En C'est fait, comme. je vais vous parler. J'ai deux autres scoops, mais c'est à propos de Disney+, puis ça, on s'en reparle au Ok. courant de l'épisode. Là, on parle de la sensation du moment. Tout le monde capote là-dessus. Oui, Toi, t'as plus apprécié que moi. C'est pas. Moi, c'est bien pareil, là, c'est le fun. Mais tu sais, quand que les gens s'enflamment sur quelque chose qui sort sur Netflix, qui est fait par Netflix, je suis tout le temps comme wow, genre, one minute, oui. calmez-vous, là. Puis effectivement, moi, je l'ai vu de même. C'est pas la grande affaire que tout le monde capote, mais vas-y. Vas-y, je te laisse aller en premier. Ben écoute, moi, j'avais rien entendu parler de cette série-là. C'est une mini-série, là, en 4 épisodes, d'environ 1 heure chaque. On avait entendu, quand on était au Festival Regard, en fait, que là, je voyais de plus en plus de gens qui notaient cette série-là. Puis oui, c'était des 4 étoiles, des 5 étoiles, tout le monde capotait. Fait que là, moi, j'ai regardé ça sur Netflix. Ça se regarde quand même relativement très Ouais. vite, là, très bien. Moi, j'ai écouté d'une shot, là, 4 heures d'une shot. Oui, ça, moi aussi. Correct. Moi aussi. Parce que, veux pas, c'est une série. Tu sais, c'est une série mystère. On peut dire un meurtre et mystère un peu. Un thriller. Ben, ça dépend parce que dès le départ, c'est établi qu'il est coupable, là. Tu sais, même s'il n'est pas coupable, tu le sais Oui, de. oui. J'aime le fait aussi que ça ne joue pas sur le fait qu'on se demande s'il l'a fait ou pas. Il l'a fait, c'est clair. Puis après ça, c'est que tu rentres dans le C'est psychologie. ça. Mais c'est après, c'est que tu te dis, OK, il y a 3 autres épisodes. Fait que c'est sûr, il y a comme des secrets à révéler ou des trucs comme ça. Fait que c'est sûr que ça nous porte tout le temps à avoir la suite. Fait que tu sais, c'est pour ça que le 4 heures, il s'écoute quand même rapidement. Ouais, vas-y, Ben. Le pire, c'est qu'il n'y en a pas de secret à révéler. Non, c'est ça. Ouais. Non, effectivement, tu sais, sans vouloir spoiler rien, là, tu sais, y a pas. C'est ça sera pas genre un meurtre et mystère, genre, OK, finalement, y a-tu des complices, y a-tu des. Tu sais, il y a certains éléments que tu apprends un peu plus là, dans le deuxième Ouais. épisode, mais l'épisode 3 puis 4, c'est vraiment juste pour se fixer sur la psychologie du personnage, on dirait, puis des personnages, en fait. Mais d'ailleurs, si on parle d'adolescence en ce moment, on l'a pas dit, là, mais Adolescence, la série sur Oui, Netflix, qui est faite par, ouais. bon, en tout cas, je me souviens plus c'est qui, mais c'est idéalisé puis c'est co-scénarisé par Stephen Graham, qui joue le père dans la série. Extraordinaire, Ouais. il est vraiment bon. Les acteurs sont phénoménaux. Ah Le oui, oui. jeune gars, il est fou, raide, là. Mais écoute, adolescence, donc, ça parle d'une histoire d'un jeune adolescent de 13 14 ans Ouais, qui, un matin, t'as l'espèce de SWAT, là, la grosse police. On est au Pays de Galles, si j'ai bien compris, là, dans le ouais, film. exactement. Pays de Galles. Donc, tu sais, t'as comme toutes les agences de policiers, tu sais, t'as deux détectives un peu qui sont là pour
un peu organiser justement l'espèce d'assaut qu'ils vont faire dans la maison familiale. Fait qu'ils rentrent dans la maison, ils défoncent la porte, puis là, t'as la mère qui capote, elle est dans la cuisine. T'as le père qui est dans les escaliers, là, la grande sœur, 16-17 ans, elle est dans les toilettes, puis elle capote, puis ils s'en vont directement chercher le jeune dans son lit, puis lui, il capote, il est comme, j'ai rien fait, puis il crie, tu sais, papa, papa, papa. Fait que c'est quand même, tu sais, ça commence direct assez sec, là. Puis tout ça, les 4 épisodes, en fait, c'est des plans séquences. Fait que c'est des. Je sais pas s'il y a eu. J'ai pas fait de recherche, là, mais il y a peut-être eu aussi du CGI. Tu sais, peut-être qu'ils ont monté des scènes ensemble, là. Des fois, c'est Je quand. sais pas. Le Ça m'a niveau pas l'air. technique de la réalisation est Ouais. quand même très belle, là, tu sais. Oui, Mais absolument. on en reparlera, mais le niveau technique est quand même beau et bien fait. Puis c'est quand même dans ce genre de scène-là, où ils défoncent la porte, ils s'en vont chercher, puis là, après ça, ils amènent tout de suite le garçon, tu sais, au poste de police. Puis le premier épisode, en fait, c'est qu'il l'interroge. C'est un peu c'est la procédure. Il amène le garçon au poste de police, et il a le droit de prendre un de ses parents avec lui, un adulte, en fait, responsable. Puis durant l'interrogation, tu sais, ils attendent son avocat, l'avocat arrive, tu sais, l'avocat discute, là, tu suis avec la caméra, tu sais, tu lâches la famille, tu suis l'avocat, après ça, tu suis le policier, tu sais. Je trouve que le montage, la mise en scène La est très, chorégraphie. très belle. Ouais. C'est juste que dans certains épisodes, tu sais, plus dans le 2 puis 3, Le 2 c'est plate, c'est tu sais. nul à chier. L'épisode 2 c'est C'est pourri. ça. Tu sais, l'épisode, tu sais, c'est ça. Le premier épisode, la mise en scène est extraordinaire, elle est super belle. Mais par la suite, on dirait qu'il l'échappe solide, tu sais, sur la mise en scène parce qu'il n'y a plus grand-chose à raconter, tu sais, dans le sens que là, durant l'interrogation, tu sais, on va connaître les faits. Ben, l'épisode Oui, 3 est vraiment fort, par contre. Moi, si c'est un plan séquence, ben c'est tout des plans séquences, mais c'est quasiment oui. comme dans une pièce, un huis clos, puis t'es vraiment avec le gars que tu vois à quel point il sautait Ah dans. oui, oui. Ça, j'ai trouvé très très fort l'épisode 3. Je trouve que c'était le meilleur épisode des 4. Ouais, ben c'est aussi un jeu exceptionnel, tu sais, comme tu l'as dit. Parce que là, l'épisode 2 tu vas suivre. Tu sais, l'épisode 1 c'est vraiment on suit la famille. Tu sais, c'est comme l'élément déclencheur, là. Tu sais, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on fait une série là-dessus, puis qu'est-ce qui se passe. L'épisode 2 on suit les policiers, puis l'entourage des 2 victimes, si tu veux, le suspect, puis la victime là-dedans. Pas trop la famille de la victime, mais les amis plus, parce que là, on se retrouve à l'école. T'as les détectives qui suivent, puis là, il y a un détective qui a des problèmes avec son enfant qui va à cette école-là. Fait que, on joue un peu là-dedans. Après ça, le troisième épisode, c'est une psychoéducatrice, une psychologue, en fait, qui va justement parler aux jeunes, à l'adolescent de 13-14 ans qui, qui, qui est sur le point d'être accusé. Là. Dans le fond, il était accusé, puis il y a des faits il y a des faits qu'on peut pas nier, comme quoi il va sûrement être désigné coupable. Puis c'est un plan séquence de, c'est environ 1 heure, ils sont dans une salle, puis la caméra tourne, puis c'est vraiment un jeu phénoménal, je trouve, des 2 acteurs, surtout le jeune. Puis le dernier épisode, que j'ai trouvé un peu plus long, tu suis comme si tu veux, Les toutes les répercussions. Ouais. répercussions que ça a eu sur sa propre famille à lui. Donc, on voit justement Stephen Graham, qui est le père, avec sa femme, sa fille. Tu sais, les trois, c'est comme une journée un peu. C'est quelques mois plus tard. Tu sais, chaque épisode C'est a 13 comme mois, ouais. plusieurs jours plus tard. Puis, 13 mois plus tard. Puis donc, un en bon gros, c'est prendre ça la par après, série. ouais. C'est quatre mini-épisodes. Mais l'épisode 4 c'est We Need to Talk About Kevin, mais en moins bon. Ah, OK. Ouais. C'est exactement ça. Oui. Ben, c'est juste, tu sais, rendu à l'épisode 4 sans vouloir spoiler rien, rendu à l'épisode 4 je trouve le plan séquence, moi, il me tapait ses nerfs parce que c'était long pour rien. Tu Ouais. as des grands silences, puis la fin, la conclusion de l'épisode est vraiment belle, elle est vraiment bonne, mais l'épisode dure genre 1 heure et quart, puis t'attends pendant 20 minutes qu'ils se rendent à un magasin, genre, fait qu'ils sont dans le char, t'as la caméra devant, t'as la caméra derrière. Ben, tu sais, comme moi, après l'épisode 1 je t'ai écrit en disant c'est insupportable ce plan séquence. Parce que pas que c'est mauvais techniquement, je trouve que c'est vraiment impressionnant de faire ça parce que c'est très difficile. Oui, Sauf que, tu sais, je parle souvent du geste cinématographique là, quand on jase de films, d'affaires comme ça. Puis je trouve que justement, le geste dans ce type d'affaires-là est dégueulasse.
Parce que c'est quoi l'intention derrière plan séquence dans cette série-là? C'est-tu de parler de quelque chose ou c'est juste de flasher? Le plan séquence sert absolument à rien. Ouais. Tu sais, à un moment donné, au début, quand ils se font arrêter, ils sont en char, puis ça dure genre 2 minutes, puis t'es juste dans le char avec eux autres, puis il se passe rien. Puis je suis comme, moi, tu sais, un ellipse au cinéma, c'est très puissant, puis ça sert à quelque chose, tu sais. As-tu les idées? On n'a pas besoin de passer 2 minutes dans le char avec eux autres, là, ça sert à rien. Ouais. Ben, tu vois, moi, ce 2 minutes-là dans la voiture, j'ai trouvé quand même important pour justement, tu sais, on ressentait un peu tu sais, l'anxiété du jeune, tu sais, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se Ouais, passe. Puis surtout qu'à ce moment-là, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, tu sais, ouais, véritablement. Tandis que au quatrième épisode, où tu es avec sa famille dans le char, là, c'est plus que 2 minutes, là, c'est long en estique. Puis là, ça parle de tout et de rien, ça parle d'une musique, là, t'es comme. C'est un peu long, tu sais. À ce niveau-là, je te rejoins là-dessus. Moi, j'ai aimé le geste, tu sais, de façon technique, mais comme toi, tu sais, moi, c'est pas ça qui m'a fait apprécier le film. Qui m'a fait ben, la série, en fait. Ce qui m'a fait apprécier la série, c'est surtout, justement, le jeu d'acteur, puis les propos qui sont quand même, c'est des gros propos, important, tu sais, ouais. ça arrive pas tous les jours non plus, mais Ouais. tu sais, c'est quelque chose de, tu sais, les procédures, puis tu sais, les façons de faire, c'est comme tabarouette, ok, il y a du stock là-dedans, tu sais. Ben, c'est que c'est un vrai enjeu aussi, la montée du masculinisme Ah oui, toxique, là, tu sais, il faut en parler. Puis, tu sais, en même temps, je chie sur le procédé, tout ça, mais en même temps, si le procédé, tout le monde capote, dit, hey, c'est hot, il y a fait des plans séquences, puis ça fait que les gens regardent plus la série, puis ils se disent, ben, on va discuter de cet enjeu-là parce qu'il faut en parler, puis ça fait que les gens en parlent plus à cause de ça, ben, tant mieux, tu sais. Mais oui. pour moi, le plan séquence vient enlever la lumière sur l'enjeu réel, pour moi, je trouve. C'est comme trop pour flasher, puis au final, on oublie l'enjeu pour parler du plan séquence. Hmm. Je sais pas si t'es d'accord, là. Ouais, ben c'est sûr, tu sais, pour moi, j'ai comme l'impression qu'il manquait des épisodes, genre. Tu sais, t'avais fait 6 épisodes avec des plans séquences qui apportent quelque chose, tandis que Ouais. là, tu sais, admettons que t'as un plan séquence juste pour le premier épisode, fine, tu sais, ton plan séquence est écœurant, on aurait parlé juste de ton plan séquence, puis ça aurait été écœurant. Ouais. Mais si les autres épisodes après sont bons, tu sais, tant mieux. Ou Sauf que là, ton plan admettons, séquence, autant il peut t'aider, comme tu dis, autant qu'il va te faire jaser de ta série, autant que les gens vont dire ouais, mais le quatrième épisode, le plan séquence, tu sais, il est long. puis tu sais, moi, comme je disais dans ma critique Letterboxd, c'est le plan séquence, si tu l'utilises à parcimonie, puis à des endroits clés, il va être 100 fois plus fort que ce qu'on a là. Parce que là, Ouais, c'est comme s'il est banal parce qu'il est tout le temps. Tandis que si on a un plan séquence dans la scène d'interrogatoire dans l'épisode 1, comme il l'a en ce moment, même si c'est juste ça dans l'épisode, c'est tellement puissant, puis c'est comme si tu étais présent avec eux autres, puis ça aurait été fou raide. Tandis que là, c'est comme banal parce que tu es habitué à ça. exact. Pas qu'ils ont manqué leur coup, là. C'est C'est ça. Dommage. très dommage. C'est dommage, mais tu sais, c'est ça. Je pense, tu sais, au-delà de ça, au-delà de la technique justement utilisée, le propos est quand même très, très intéressant. Les acteurs phénoménal. Mais il y a une affaire aussi que j'ai vue, puis que je réfléchissais aussi. Ouais, L'enquêtrice féminine a fait mention aussi là-dedans que quand on parle d'un féminicide, des affaires comme ça, on oublie toujours le côté de la femme, le côté des victimes, puis la série fait exactement ça. On parle jamais de c'est ceux qui vrai. subissent, tu sais, c'est juste le fou qui a fait ça. Tu sais. Mais le fou, tu sais, il y a des raisons pour qu'il ait fait ça, c'est un fou aussi, mais tu sais, c'est le fruit de plein de choses aussi, là. C'est pas juste lui, là. Ok, ouais. Oui, ben c'est ça, parce que quand même dur de parler de ça sans rien spoiler, mais tu sais, c'est ça, l'image qui nous reste en tête de la victime, c'est les choses mal qu'elle a faites, tu sais. C'est ça. Tandis que, tu sais, elle méritait pas ça quand même, là. C'est ça. En même temps, Mais c'est-tu vrai, toutes ces affaires-là qu'elle a fait de mal? Tu sais, c'est comme vraiment des sous-entendus c'est ça, avec puis les emojis, tout ça, c'est mais tu sais, je compliqué. trouve que ça porte quand même à réflexion, surtout pour les jeunes d'aujourd'hui, que genre, les réseaux sociaux, ça peut te causer, tu sais, beaucoup d'ennuis. Ouais. Puis, tu sais, de plus en plus, les jeunes, ils ont leur cellulaire à l'école, puis, tu sais, tu sais, c'est tout un jeu d'emoji, là. Moi, je connaissais pas les emojis, mais maintenant, on le sait, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire, un cœur mauve. Mais c'est de l'intimidation. Tu sais, encore là, on en parlait quand on avait 12 13 ans, on nous en parlait aussi de l'intimidation de ce genre-là. Puis aujourd'hui, ben, c'est encore dupliqué. C'est encore plus dupliqué à cause des cellulaires puis des textos. En Mais tout j'ai cas, regardé, tu sais, j'en ai parlé un peu dans le dernier podcast, j'ai regardé Les Nôtres de Jeanne ouais, Leblanc, ouais. qui parle aussi d'une adolescente qui a comme un problème un peu à résoudre, là. Sa mère C'est n'est pas rough, contente. c'est rough. C'est rough, c'est rough. J'ai regardé ça à 6 h le matin. C'était
Je m'attendais pas à ça, tu sais. Ben, c'est parce que tu m'avais dit, tu vas voir, ça n'a pas l'air de ce que c'est. Puis là, je regarde ça, je suis comme, ça a l'air de ce que c'est. Puis là, bang, tu sais, direct, qu'est-ce qui se passe là, tu sais. En fait, oui, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, tu sais, mais encore là, c'est des choses qui arrivent, tu sais. Ouais. Un adulte, c'est quelqu'un d'important d'un village qui a si tu veux, une relation avec une jeune de genre 14, 15, 16 à 15 ans, je Ah, pense. ouais, mais peut-être un peu Émilie plus jeune. Bière. Ouais. Puis elle a gagné le prix d'interprétation aussi au Jutra ou au Québec Ah, mais Cinéma. c'était très bien joué. C'était très bien Ouais, ouais. joué parce que là, c'est ça. Je ne veux pas trop en spoiler, là, mais elle a un choix à faire. Puis là, sa mère n'est pas d'accord. Mais tu sais, il n'y a personne qui connaît cette relation-là. Là. C'est comme un secret. Puis encore là, les réseaux sociaux, tu sais, les messages anonymes, les trucs comme ça. Tu sais, c'est ce que les jeunes d'aujourd'hui ont à faire face. Là, tu sais. Mais tu sais, ce qui est intéressant, puis qu'il y a un parallèle à faire entre les deux, c'est que c'est des jeunes de famille complètement normales. Tu sais, c'est pas des jeunes troublés dans la vie, là. C'est du monde qui vient. Non, Ça peut non, être toi puis moi, ça peut être n'importe qui, tu sais. Puis c'est ça qui est intéressant, de exact. pas stéréotyper, là, tu sais. Exact. Tu sais, au Pays de Galles, je dis pas si ils ont moins d'argent, les gens qui sont là, mais ça avait l'air d'une Ah, école ouais, assez ouais, ben normale, tu sais, un ouais, uniforme, tout le kit. absolument. Bref, écoutez ça, Les Nôtres, film québécois, sympathique quand même. C'est rough, là, écoutez pas ça à 6 h le matin avec une bolle de céréales, mais. Ah, mais c'est très, très bon. C'est vraiment bon, les nôtres, Ah là. oui, c'est super bon, c'est super bon. La réalisation est très belle. J'ai rien vu d'autre de ce qu'elle a fait, je pense. Jeanne Leblanc, elle a fait des Elle courts-métrages. a-tu fait Isla Blanca? C'est ça qu'elle a fait? En tout cas, je ne pourrais pas dire n'importe quoi, là, Isla mais je Blanca, pense qu'elle a fait un autre ça se long peut. avant ça. Je dirais pas n'importe quoi, là, mais en tout cas, je sais pas. Jeanne Leblanc. Euh, Isla Blanca, ouais. Oui, ok. 80 minutes. Ouais. Un court film. Charlotte Aubin. Bref, Les Nôtres de Jeanne Leblanc et Adolescence. C'est-tu adolescence ou adolescent? Adolescence. Adolescence sur Netflix présentement. Mais oui, comme tu l'as dit, on se dit toujours, tu sais, c'est Netflix, c'est sûr que ce sera pas genre. Tu sais, moi j'ai mis un bon 4 étoiles, mais j'ai pas mis de cœur parce que tu sais, c'était bien, mais ça aurait pu être mieux. Absolument. Puis, ben, tu sais, c'est bon pareil. Le jeu est extraordinaire, Oui, c'est oui, le jeu est. intéressant. Ben, C'est c'est tout pour ça. complet. Moi j'ai mis les 4 étoiles pour les acteurs surtout le jeune, tu sais, qui capote lui-même dans l'épisode 3, c'est vraiment quelque chose. Mais je pense que ça vaut le coup d'œil quand même. Mais tu sais, je pense que dans la vie, si tu as vu d'autres choses, tu ne vas pas capoter, là, tu sais. Non, C'est ça. exact. C'est ça. Mais c'est un rare bon coup de Ouais, Netflix. c'est vrai. On peut le dire que ça comme ça. C'est vrai. Parce que tu sais, Netflix a sorti un film récemment. As-tu regardé? Je ne l'ai pas regardé, là. Et c'est quoi? Electric State? Ouais. Ça a l'air plate. Les critiques sont plates, ça a l'air plate. Je vais peut-être le regarder un jour. Qui sait? Chris Pratt, je l'aime bien, là. Chris Pratt, c'est un peu comme Pedro Pascal en ce moment. Tu sais, ben, on le voit moins, mais tu sais, il a tellement fait de films, genre, en même temps, dans la même année, que tu sais, tu te dis, c'est tout le temps le même rôle, tu sais, c'est tout le temps les mêmes gens tu Mais sais, c'est qui pas un bon jouent. acteur. Il est pas bon. Pas un bon acteur non plus. Tu sais, il était bon dans Star-Lord, mais tu Ouais. sais, la voix de Mario, on se calme un peu, là. Tandis que Pedro Pascal, la différence avec Pedro Pascal, c'est que Pedro Pascal est un bon acteur. Il peut jouer différents rôles. Mais j'ai hâte de le voir en Monsieur Fantastique. Ça va être quand même compliqué. Bref. Adolescence sur Netflix. Ouais. Tu veux-tu que j'y aille avec une nouveauté en salle? Vas-y. C'est pas ma meilleure nouveauté, mais je Avec vais commencer Jonah. avec ça parce qu'après, j'ai comme un espèce de thème cette semaine sur les contes de fées, la magie, OK. l'espoir, OK. les fantaisistes. Donc, je commence avec mon film en salle hors du thème, A Working Man. Ah, Version française, La parole d'un homme. Ça te dit quoi quand je dis ce titre-là? À quoi tu penses quand tu entends ça? The Beekeeper. Exact. Ben, c'est un film du même réalisateur que The Beekeeper, Ah, OK. David Ayer. OK? Je sais pas si on dit Ayer ou Ayer. Penses-tu qu'Antoine il a regardé Suicide Squad récemment pour aller voir ce film-là? Bonne Peut-être. question. Mais j'ai vu que Hant avait regardé sur sa. On le salue bien haut et on attend toujours de le recevoir pour son prochain court-métrage. Donc,
David Ayer, qui nous a donné, comme tu l'as dit, effectivement, Suicide Squad, le premier, le plus mauvais, celui qui a vraiment fait chuter Will Smith à cette, à cette époque-là. Ben, après, il a fait quand même King Richard, là, mais bref. Il nous a donné des bons films quand même. David Ayer, il a fait Fury. Fury, il était bon. J'ai bien aimé Harsh Time. Harsh Time avec Christian Bell, que c'est comme un. C'est un ancien détenu, puis il sort, puis il essaye de se trouver des jobs. Tout. En tout cas, c'était bien. Mais sinon, un de ses meilleurs, c'est End of Watch, avec Jake Gyllenhaal, Michael Pena. Oui, oui, c'est bon, ça, ouais. Deux policiers, Longtemps, là. ça. C'est vieux, Tu ça. vois avec leur webcam, là, un peu, Ouais, là, leur GoPro. ouais. C'était très, très bon. J'ai bien aimé. Mais tu sais, il nous a donné beaucoup de scrap aussi, dont The Beekeeper, qui mettait en vedette Jason Statham, qui est également l'acteur de A Working Man, avec Michael Pena aussi. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Michael Pena, je trouve. Mais bon, il revient dans un petit rôle quand même, le secondaire, là, dans A Working Man. Puis, ben c'est pas que, tu sais, The Beekeeper, c'était pas complètement de la dope. C'est juste que c'était un film à la Jason Statham, dans lequel Jason Statham joue un ancien mercenaire, un ancien agent spécial qui veut se venger des vilains qui ont détruit quelque chose d'une de ses amies proches, de ses voisines et tout. Fait que c'était correct sans plus, tu sais. Sauf que là, un an plus tard, David Ayer nous amène, un an ou 2 ans plus tard, David Ayer nous amène à la même place avec A Working Man où Jason Statham joue un homme de la construction qui a des problèmes d'argent. Sa fille il peut pas vivre avec sa fille parce que sa fille vit avec son grand-père qui est le père de sa femme qui est mort. Puis tu sais, t'as une légère backstory de son histoire, mais tout ce que tu sais de lui, c'est que c'est un ancien mercenaire, soldat, on sait pas trop. Puis là, fait qu'il y a des problèmes d'argent, il vit dans son char, il se brosse les dents avec du café. Puis, c'est un bon gars, tu sais. Il travaille dans la construction avec des Mexicains, des Colombiens, tout le kit. Puis là, ses boss, c'est une famille, tu sais. C'est un couple super heureux. Michael Pena, puis sa femme. Puis ils ont une fille de 19 ans qui va finir ses études. Puis ils sont très, très gentils avec Jason Statham. Fait que là, tu vois au début du film des liens tu sais, avec eux puis Jason Statham. Mais là, la fille de 19 ans, elle s'en va fêter la fin de ses études, puis elle va se faire kidnapper. Puis, bon, du trafic humain, des trucs comme ça, tu sais, ça arrive. Fait que là, les boss de Jason Statham sont au pied du mur, ils peuvent rien faire. Fait qu'ils vont lui proposer de l'argent pour qu'ils aillent chercher leur fille. Puis ils savent qu'il y a des techniques de combat spectaculaires et tout. Fait que le film, autrement dit, là, Ben, le film, c'est Taken, mais sans Liam Neeson, puis avec des combats un peu plus extrêmes, du sang un peu partout. Fait que c'est ça, c'est juste ça. Moi, j'ai été déçu quand même. J'ai été déçu parce que... Tu t'attendais à quoi? c'est quoi? Tu t'attendais à quoi? Ben non, mais je m'attendais à ce qu'il y ait quand même une histoire survoltée. Tu sais, Jason Statham, c'est quand même écœurant quand il parle. Tu sais, c'est ce qu'il dit aux gars avant de leur péter à la gueule. Tu sais, c'est toujours. Tu sais, c'est dans Homefront. Je sais pas si tu as déjà vu ce film-là. Un film de, je pense, 2015, Ah. où c'est James Franco, le méchant. Là, il fait de la drogue, pis tout. Puis là, t'as Jason Statham, il enlève sa casquette, genre, ou il fait juste relever sa casquette un peu devant un boy qui le fait chier. Puis là, il fait juste dire ce que tu te rappelles de ta frère, tu vas le regretter. Puis là, genre, tu sais, le gars, effectivement, il l'écoute pas, puis il mange une baffe, là, tu sais. Mais c'est un peu, tu sais, ça vient un peu ça nous rappelle les Steven Seagal, tu sais, ça nous rappelle les vieux films, tu sais, avec Arnold, puis tout le kit. Fait que j'aime ça, les Jason Statham. Mais là, ce film-là, j'étais fatigué un peu aussi, c'est barres. Puis je me suis dit, Christy, ça va être bon, tu sais, je m'endormirai pas, mais j'ai dormi un peu. Tu sais, il y avait du parlage, tu sais. C'est ça l'affaire, tu sais. Il se rend dans un bar de motards, puis ça jase pendant 10 minutes, tu sais. Regarde, moi, je suis là pour voir du sang, pour voir des combats, tu sais. Bref, c'est un film que c'est produit par Warner Bros. OK. Fait que c'est un film, il va sûrement arriver sur Crave ou, tu sais,
peut-être Prime Video aussi. Je vous conseille d'attendre qu'il sorte en streaming, là. C'est pas un film à voir sur le grand écran, là. C'est pas. Ou un mardi pas cher. Jason Statham. Toujours plaisant, tu sais. Ben dommage. Oui, c'est dommage. Ben, c'est dommage parce que David Ayer, ce genre de film-là, tu sais, je trouve, tu sais, il a bien fait des films d'action. Tu sais, Fury, c'était vraiment. T'as-tu vu Fury? Non. C'était bon, hein, tabarouette. Tu sais, Brad Pitt, un Christy de cast list, là. Shia LaBeouf. T'as John Bartnell aussi. Michael Pena qui joue dedans. Bref, un gros casting, un énorme casting. D'ailleurs, Shia LaBeouf joue dans The Tax Collector, qui est un de ses derniers. Avant The Beekeeper, c'est David Ayer qui a fait ça. Moi, je l'avais acheté en Blu-ray, puis c'est mauvais, là, c'est pas bon. Ben, Shia LaBeouf meurt après genre 15 minutes, là. Je veux pas vous spoiler rien, mais c'est ça pareil. Mais c'était correct, là. C'est pas que c'était mauvais, mauvais, là, mais 2 étoiles. 2 étoiles. Puis, t'as John Bartnell qui joue à la fin du mois d'avril dans The Accountant 2 Ouais. avec Ben Affleck. Présentement, il joue le Punisher dans Daredevil Born Again. Donc, David Ayer, Jason Statham à suivre. Veux-tu checker un autre vieux film plus avant d'aller avec d'autres nouveautés? Ça te tente-tu? Ben, clairement, oui. Un film un peu plus récent que les deux autres, c'est A Scanner Darkly de Oui. Richard Linklater. Que je te parle depuis quand même longtemps, là. Oui, je l'avais jamais vu. Mais tu sais, Linklater, on le connaît pour des films comme Boyhood. Tu sais, c'est comme des moments. Tu sais. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup chez Linklater, c'est ça, c'est sa Ouais. structure de scénario, qu'il n'y a pas d'histoire, c'est juste tu vis Très, cette très philosophique. très philosophique. Scanner Darkly, c'est un peu ça. Quand, tu sais, il n'y a pas tant d'histoire. C'est une histoire qui est très simple, mais très compliquée en même temps. Je pense que c'est pas trop l'attrait du film non plus. Je pense que l'attrait du film, c'est vraiment la manière qu'il construit l'image aussi. C'est fait en rotoscopie qu'on appelle. Ah oui. Dans le fond, c'est que tu prends une prise de vue réelle et puis tu vas animer ta prise de vue réelle. Je sais pas s'ils animent sur l'image ou ils font juste comme refaire une animation par rapport à ce qui est là. Tu sais, je sais pas. Je pense que c'est fait un peu. Ben, tu sais, aujourd'hui, c'est du CGI là, qui utilise, mettons, Ouais. rajeunissement puis tous les trucs qu'ils font par-dessus. Mais je Ouais. pense que c'était fait un peu dans le même sens. Par-dessus, ça, ben, ça se peut très bien. Ben, tu sais, ils jouaient, puis il y avait comme des points ici, puis Ouais. là, avec tout ça, ils pouvaient comme mettre une Ça. espèce de fond de teint animé. Fait que c'est de l'animation, mais en prise de vue réelle. Puis tu reconnais les personnages. Tu sais, c'est Kenny Reeves, c'est Woody Harrelson, c'est Ouais. Robert Downey Jr. Puis tu les vois, puis c'est eux. Tu sais. Puis je trouve que cet aspect-là est réussi, mais tu sais, ça permet de faire une distorsion de la réalité. Parce que dans le fond, l'histoire, c'est Kenny Reeves qui joue un genre de policier anti-drogue qui infiltre des vendeurs de drogue qui est joué par Woody Harrelson, puis quoi l'autre, là, j'ai dit. Puis Robert Downey Robert Jr. Downey Jr. Puis au final, mais c'est juste Kenny Reeves qui va juste perdre la tête complètement. Tu sais, puis ça parle de ça, ça parle ben, de la psychose, ça parle de la consommation des gens qui meurent de ça, puis tout ça. Puis c'est adapté aussi d'un écrit, ou je sais pas si c'est un roman ou une nouvelle de Philip K. Dick. Fait que c'est comme t'es vraiment Ouais. dans la folie de ce C'est gars-là. comme l'aspect science-fiction de Philip Ouais, Dakin. Tu sais, c'est un peu absolument. genre. C'est très dystopique, c'est très négatif aussi, c'est vraiment laid. C'est vrai. Oui. Puis moi, je trouve aussi l'aspect rotoscopique est belle. Ça permet une distorsion, mais en même temps, moi, ça crée une distance avec ce que je voyais. Puis j'ai comme moins embarqué à cause de ça, je pense. Il y Hmm. a moins d'émotion. Mais ça, tu vois, je peux comprendre parce que c'est un peu le même style animation qui est utilisé pour Waking Ouais, Life. ouais. Je me rappelle plus où je l'ai vu, ce film-là. Je l'ai vu, je pense, sur Prime Video. Mais je suis Il, pas sûr de ce que je dis, là. il est-tu sur Disney+? C'est Je sais pas, peut-être sur je sais Disney pas. Plus Ouais, d'abord. Mais je l'ai vu récemment là, sur un streaming, tu sais, je t'en avais parlé, là. ouais. Puis, tu sais, je me disais, Colin, s'il a utilisé le même genre d'animation, tu sais, c'est pas ça tout le long, là, mais il y a certains. Parce que le film, c'est comme juste en animé, mais c'est toujours comme des animations différentes. Tu sais, des fois, il y a des vagues, puis là, t'es comme tabarnak, j'ai le goût de vomir, tu sais. Ouais. Mais, mais tu sais, je trouvais que ce film-là, vu qu'il changeait tout le temps d'animation, puis c'était pas toujours beau, tu sais, j'arrivais pas justement. Fait que ça se pourrait que Scanner Darkly t'a Ben, fait ressentir justement une distance, puis t'étais comme. c'est froid. C'est C'est froid. comme un procédé, une technique.
Moi, j'avais adoré ça. Moi, j'ai vu 2 fois ce film-là, c'est quand même longtemps. Je l'avais vu plus jeune à la télé. Je me rappelle pas sur quel poste j'ai regardé ça, mais je pense qu'il est en anglais quand je l'ai vu à la télé. Puis, je l'avais réécouté récemment à un moment donné. Puis, on dirait, moi, j'avais aimé ça parce que je me sentais un peu comme dans. Tu sais, on dirait, ben, c'est peut-être parce que justement, c'est basé sur une histoire de Philip Ok, K. ok, Dickinson. Dick. Dickens. Dick. Mais ben, je trouvais qu'il y avait un aspect un peu Matrix dans le film, tu sais. Puis, tu sais, Un c'est peu. Keanu Reeves aussi qui jase, puis qui parle un peu philosophiquement, puis, tu sais, tout est noir, Mais, tout est de la merde, puis genre, on va tout, tu mais sais, on c'est va se ça, faire parce que pogner. c'est un gars qui a tout perdu aussi. Il est comme blasé de la vie normale, puis à travers toute sa job, et tout ça. Puis c'est là que tu vois qu'ils sont dans la folie aussi à travers ça. Puis je trouvais que ça, c'est intéressant, les discussions philosophiques. Quand je disais que l'histoire est très simple mais compliquée à la fois, c'est que l'histoire, c'est juste un Mhm. gars qui vit fou, mais justement, c'est que ça jase, c'est verbeux. Puis c'est une gang de malades qui ont juste jasé entre eux autres, mais de sujets vraiment profonds. Puis tu te questionnes toi-même sur genre, ta vie, là, tu sais. Ok, ouais. C'est Mais ça. tu sais, t'as aussi un trio, genre, d'acteurs qui en ont vécu des affaires aussi tu Ouais. sais, à cette époque-là. Je pense, Robert Downey Jr., C'était son retour, là, Robert Downey Jr., ben, tu sais, je pense même pas que c'était encore dans son retour, là. en C'était comme à 2006. l'époque. Ouais. Juste avant Iron Man, 2006. Ah, c'est 2006, ok. Fait Ouais. que ok. Au moins, c'est son retour. Mais je pensais que c'était comme plus 2003 le film. Mais tu sais, 2006, t'as Ken Reeves qui a perdu tous ses meilleurs amis, sa femme, tu sais, qui est morte. Tu sais, lui, il est vraiment, genre, Ah, c'est vrai? Pour comment ah ça? oui, dans la vie, ben, là, je pense, depuis quelques années, il est heureux, là. Mais lui, il a comme une histoire, un background où tu sais, son meilleur ami, c'était River Phoenix, Ah, ok, ouais. avec qui il a joué My Own euh, My own private Wyoming? Idaho. Idaho. Oh, Iowa? My own private Idaho. Idaho, c'est ça. Mais tu sais, son meilleur ami, il est mort. Je pense qu'il a perdu sa sœur aussi peu de temps après, puis après ça, sa femme, puis en tout cas, tu sais, dépressif au bout. Mais tu sais, là, t'as Woody Harrelson et tout, que tu sais, il en a vécu des affaires, lui. Bref. Mais moi, j'aime ce trio-là. Tu sais, c'est un trio d'acteurs quand même Ouais. assez spécial que tu verrais pas aujourd'hui dans un film. Non. Non, puis il était très bien casté, puis ça marche super bien, tu sais. Ouais. Mais ceci dit, pour moi, c'est pas un des grands films de Linklater. C'est un film qui est le fun, mais Hmm. qui est pas un incontournable. Fait que, je pense qu'il est dur à trouver. Il quittait le Criterion Channel aujourd'hui. Oui. Fait que, il est dur à trouver, je pense. Ouais, très dur à trouver. C'est ça. Ah, tu l'as vu? Oui, tu l'as vu sur Criterion Channel. Avant qu'il quitte aujourd'hui, ouais. Super. Dommage, on en parle aujourd'hui. Ouais. Il est plus Non, là. ben, écoute, ça va se retrouver quelque part, c'est sûr, Bon, là. mais d'après moi, tu peux le trouver facilement, illégalement, Pas mal sûr. en ligne. Pas mal sûr. Pour les bandits qui nous écoutent. Donc, un film qui peut être facile à trouver, Ben, à 3 pas de chez soi, dans un cinéma. Death of a Unicorn. OK, je commence mon mathématique, monde merveilleux, fantasiste. C'est un film sur les licornes, Ben. OK, je te mentirai pas là-dessus. C'est pas des licornes qu'on connaît. C'est pas les licornes qu'on connaît. Mais ils peuvent l'être. Ils peuvent l'être, mais là, c'est. Bon, c'est Jenna Ortega qui joue la fille de Paul Rudd. Paul Rudd, je sais pas si on dit Rod ou Rudd. Je pense qu'on dit Paul Rudd, mais je suis pas sûr. Paul Rudd, bon, ok. On va dire Paul Rudd, qui est son père, puis il a perdu sa femme, donc la mère de Jenna Ortega. On sait pas trop comment, pourquoi, mais ils sont en voyage vers le Canada pour aller rencontrer les boss de Paul Rudd. Puis là, lui, il est comme tout excité, il est stressé aussi parce qu'il dit c'est comme. Lui, c'est comme leur agent, leur comptable, leur avocat. Puis là, lui, il veut des parts de leur. Parce que c'est une entreprise gigantesque qui ont de l'argent et tout. Fait que des multinationales et tout. Fait que lui, son but, c'est d'avoir plus d'argent, d'avoir vraiment comme son nom, être associé à eux, puis de rebâtir leur vie, puis d'être heureux, puis tout le kit. Fait qu'il se dirige vers la maison de ses patrons dans. Je sais pas, ils sont où exactement au Canada, mais au début du film, ils parlent du Canada. Fait qu'ils doivent être à Banff, Vancouver, peu importe, là. Dans une forêt, une grande forêt. Puis là, il se mouche, tu sais, il est comme distrait sur la route, puis il va frapper une licorne. Puis là, ils vont être flabbergastés, ils vont être là, voyons donc, c'est quoi ça, ça existe pas, tu sais.
Puis là, t'as Jenna qui va toucher la corne de la licorne, puis elle va comme avoir une révélation, et elle va comme se sentir mal, puis là, finalement, ben, Paul Rudd, lui, il va l'achever, la licorne. Il va la tuer pour, euh, pour arrêter sa souffrance. Mais là, l'affaire, c'est que le sang de licorne qui va gicler sur eux va faire disparaître l'acné de Jenna Ortega, la fausse acné de Jenna Ortega, je devrais dire. Ça va guérir les yeux à Paul Rudd parce que là, il n'y aura plus besoin de ses lunettes. Fait que là, de fil en aiguille, au courant du film, ça, tout ça, tu sais, on le voit dans l'annonce, là. Fait que c'est pas des gros spoilers, mais tout ça, ça mène au fait qu'ils vont se rendre à leur rendez-vous chez les patrons de Paul Rudd. Puis, de fil en aiguille, ben, ces patrons, ils vont découvrir que la licorne est dans leur char, puis là, que ce sang-là de licorne guérit, peut tout guérir. Fait que le grand boss de Paul Rudd, qui a le cancer, qui est comme en phase terminale, ben, il va prendre le sang de licorne, puis là, il va se guérir, puis, tu sais, ça va être la vie devant les yeux. Donc là, leur but à eux, sont des multinationales millionnaires, puis toute l'équipe. Ils vont vouloir chasser les licornes, toutes les tuer, puis en faire leur nouvelle production, puis devenir millionnaires encore plus, tu sais. Fait que il y a une certaine satire vers, justement, ces riches millionnaires de ce monde qui peuvent plus s'arrêter de faire de l'argent, puis n'importe quoi vaut de l'argent. T'as Théo Léonie, qui est la femme. Dans le fond, le couple millionnaire, c'est les patrons à Paul Rudd. Puis il y a leur fils qui est Will Poulter, qui est leur fils. Lui, il va sniffer tout plein d'affaires, il va tout prendre. Fait que le boss, par exemple, celui qui a le cancer, je me rappelle plus son nom. C'est un acteur qu'on a vu souvent, là. On va te dire ça, ce sera pas bien long. Euh, Richard E. Grant. Oui, Tu connais? oui. Il a joué, ben, dernièrement, il a joué dans Southbourne. Il faisait le père, je crois. Donc, l'histoire, c'est pas mal ça. Tu sais, Jenna, elle joue une artiste végétarienne qui va. Elle va combattre justement cette façon de penser-là d'aller chasser les licornes. Puis en même temps, elle a eu une vision comme quoi les licornes, tu sais, ils ont un passé, là, tu sais, une créature fantaisiste qui existe depuis des siècles. Puis, tu sais, elle veut juste vivre en paix. Puis là, si tu t'en vas les chasser, ben, ils vont te chasser, ils vont te tuer. Fait que là, les licornes deviennent un peu des monstres nocturnes, tu sais, ils deviennent noirs, puis là, ils mangent en entier. Puis en tout cas, il y a du sang, il y a des petits sauts d'horreur, des petits trucs comme ça. T'avais-tu une question, Ben? Tu sais, fut un temps, Jenna, elle crevait l'écran dans tout ce qu'elle faisait, puis elle ressortait plus que tout le monde. Ouais. Tu sais, je l'ai vu dans Beetlejuice, Beetlejuice, je trouve qu'elle était plus effacée. Dans celui-là, es-tu plus effacée comme plus récemment ou on retrouve la bonne Jenna d'avant? Tu sais? Ben, je te dirais, oui, tu sais, je comprends ce que tu veux dire parce que son style d'acting ou tu sais, sa personnalité, c'était du nouveau. On n'avait jamais vu avant. Là, je te dirais, elle joue pas mal. Tu sais, dans Death of Unicorn, elle joue une Jenna qu'on a déjà vue, là. Tu sais, c'est pas. Elle crève pas l'écran, comme tu dis. Ben, pour moi, en tout cas, pour ma part, là. Ça reste la bonne vieille Jenna, tu sais, qu'on connaît. Mais, tu sais, on dirait que c'est justement. C'est la Jenna qu'on voit dans Scream, c'est la Jenna qu'on voit dans X, c'est la Jenna qu'on voit dans. C'est pas la Jenna de Wednesday, là, mais elle ressemble quand même parce que c'est une jeune, tu sais, artiste qui s'en fout un peu puis qui a tout le temps l'air bête. Elle a un septum, tu sais. Tu sais, je veux dire, elle agit comme une ado qu'elle joue souvent au cinéma. Un peu comme dans Beetlejuice, Beetlejuice, tu sais. Ouais. Fait que pour te répondre, Ben, elle crève pas l'écran dans le film. Ça m'a pas flabbergasté. Puis même Paul Rudd qui est super drôle. Moi, je l'aime bien, là, Paul Rudd, il est tout le temps drôle, mais tu sais, dans ce film-là, il joue un père très, très mauvais, là. Genre, le plus mauvais père au monde. Puis tu sais, il est pas tant drôle, mais il fait des affaires qui sont quand même comiques, mais tu sais, je me dis, on dirait qu'il y a eu comme la retenue un peu. Will Partner vole un peu la vedette dans le film, je trouve. Tu sais, lui, il apporte vraiment une figure très drôle du film, mais plus au niveau de la satire, justement, de ce genre de personnage-là qui existe là, dans le monde entier, là. Un jeune riche qui il pense que ses idées sont super bonnes, puis finalement, il va faire le cash, mais tu sais, c'est juste un tweet, là.
Fait que c'est ça. Fait que le film en soi, moi j'y allais surtout parce que ça m'intéressait parce que ça disait que c'était un film d'horreur. C'est plus un film fantasy. Tu sais, oui, il va y avoir de l'horreur, mais tu sais, l'horreur ressemble un peu à un Jurassic Park. Tu sais, ça va être comme. OK. Tu sais, il y a même une scène, je trouve, à la fin, j'ai tout de suite pensé à Lost World, Jurassic Park 2, là, où il y a comme deux licornes devant la personne, puis là, comme, ah non, j'ai rien fait, puis là, en tout cas, vous voyez l'image. Y a-t-il une satisfaction qu'il y a des fucking millionnaires qui sont décapités ou ça va pas là? Ben oui, on peut voir comme ça. OK. Tu sais, il y a des millionnaires qui vont se faire OK. tuer. Ben, tu sais, j'aurais aimé ça que ça soit plus imagé, là. Tu sais, il y a beaucoup de scènes, ça se passe dans le noir, puis t'es comme, tu vois pas trop qu'est-ce qui se passe. En même temps, c'est un peu le même principe que Jurassic Park, justement, de ne pas jouer avec les animaux, tu sais, Ouais. tu sais, toute la biologie des animaux, le clonage, tu sais, travailler avec leur sang, parce que leur sang est magique, fait que là, on va le reproduire, on va le cloner, tu sais, c'est pas de même que ça marche, la faune. La faune et la flore, ça marche pas de même, Ben. Non. Fait que je vous dirais, est-ce que ça vaut l'écoute en salle? Ça peut être intéressant en salle. Mais je courrais pas en salle voir ça, là, tu sais, une deuxième fois. Ça va être sur Crave bientôt, Yep. sûrement. Oui, d'après moi, ça va être surpris. Mais tu sais, ça reste un A24 puis VVS Film. Puis là, souvent, tu sais, c'est ça. VVS Film, ils ont de la misère avec leur CGI. Fait que c'est sûr que, tu sais, les licornes sont belles, là, sont bien Mais je faites. pense que c'est des animatroniques, si je me trompe pas. Les licornes. C'était toutes des affaires faites en effet pratique. Je sais pas. Mais il me semble Moi, de moi, ce ça que me j'ai paraissait du vu. CGI, OK. là, mais OK. Parce que comme je voyais des images de genre de marionnettes, là. ça aurait été intéressant que ce soit ça, mais de ce que j'ai vu, ça avait l'air d'être du CGI. OK. Ou bien, ou ben c'est bien fait, là, leur animatronique. Mais ça aurait été intéressant que ça soit ça, tu sais. Parce que déjà, à la base des licornes, c'est ridicule, tu sais, mais tu sais, c'est ça, ils ont joué dans le ridicule, puis c'était bien. Mais c'était un CGI qui était appréciable, là, tu sais, c'était pas laid, tu sais. Mais tu sais, c'était pas du grand CGI comme on a déjà eu, là. Ça, c'est sûr. OK. Mais les licornes, tu sais, c'est original, tu sais, comme histoire, c'est le fun. Mais ça raconte une histoire. Tu sais, à travers ça, Jenna va raconter une fable qu'il y a sur les licornes, un conte qui a déjà été raconté. Puis, il y a toute une espèce de légende derrière ça qui est quand même intéressante là, pour le film. Est-ce qu'il va y avoir un 2? Peut-être. OK. Je vous en dis pas plus sur la fin du film, mais peut-être. OK. Je pense que les critiques sont quand même correctes là, pour l'instant. C'est pas désastreux, c'est pas bon non plus, mais c'est correct. À suivre. À suivre. A24, tu sais, ça reste que c'est plus originaux que Opus, le OK. dernier A24 que je t'ai parlé. Puis on retrouve Will Partner dans le prochain A24 qui sort ce mois-ci, je crois la fin du mois, le 25, ça se peut-tu? Ou C'est quoi? le 13. C'est quoi? Warfare de Ah, ça sort Alex déjà. Garland. OK. Ouais. Ça sort ce mois-ci. OK. Donc, film de combat, film de guerre à la Alex Garland. Curieux. Curieux. On verra. On verra. Veux-tu aller avec un film de Bruno Dumont? Ben, certainement. Est-ce que tu connais Bruno Dumont? Non, je ne connais pas Bruno Dumont. Je pense que l'année que tu étais à Cannes, il y avait Maloute qui jouait à Cannes. Est-ce que tu as été voir ça? Oui, j'ai vu Bon, Malut. ben, c'est lui qui a fait ça. Hmm, Moi, je connaissais de nom et de réputation Bruno Dumont. Je pense qu'un de ses gros films, justement, c'est La vie de Jésus que j'ai regardé, qui a à peu près rien à voir avec la vie de Jésus. Je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Il y a sûrement des parallèles religieux à faire que j'ai pas fait. ok. Mais dans le fond, ça se passe dans une genre de ville de campagne de France. C'est fait en 97, c'est sorti. Même année un peu que Trainspotting, 96, puis Oui, La haine aussi 95. Puis je trouve que vrai. qu'est-ce qui se passe à cette époque-là, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de l'adolescence où est-ce qu'ils trouvent pas leur place, puis ils C'est s'emmerdent. punk. Ben, ouais, ça c'est plus des bombes, mettons, plus que des punks, là. Mais Ok. c'est ça, c'est du monde qui s'emmerde dans leur village, puis ils foutent un peu la merde, puis ils ont rien à faire, puis tout ça. Puis là, tu suis Freddy, il est joué par David Douche, que je pense qu'il n'est pas un comédien. Il a juste fait ça. Parce que je pense qu'il joue beaucoup avec des non-comédiens, justement, Bruno Dumont. Mhm. Puis, tout le monde, c'est du monde qui n'a jamais joué. Euh, puis là, ça commence que ce gars-là, il a comme son groupe d'amis qui font genre du basic à gaz.
Puis il y a le frère d'un des gars qui a le sida puis qui meurt. Fait que là, ils sont comme tous tristes. Tabarnak, ok. Puis là, ils naviguent dans avec leur musique à gaz, ils font rien dans leur village, puis ils font des niaiseries. Puis là, David Douche, Freddy, il y a une copine avec qui il copule assez vigoureusement. Puis c'est Mais voyons. assez graphique dans ça. Ah oui? Ouais, ouais, c'est assez graphique. Puis c'est ça. Puis là, puis, il est comme vraiment étrange. Il a une face étrange aussi, ce gars-là. Mais il est comme très distant avec sa copine. Puis c'est ça. Fait que c'est comme très sexuel, physique, mais il n'y a pas vraiment Ok. d'affection. Tu sais, mais c'est sa blonde, puis tout ça. Puis là, un moment donné, il y a comme un arabe dans le village que les autres, ils écœurent parce que c'est un arabe, puis ils rient de lui. Puis sa femme, sa mère est voilée, genre. Comme, fait que là, il rit de la mère, puis tout ça. Fait que là, il l'intimide. Fait que là, un moment donné, l'arabe commence à intimider la blonde de Freddy. Là, finalement, ils vont comme s'acoquiner les deux ensemble. Puis le Freddy est pas content. Puis là, ça va juste virer en marde. Tabarnak. Ça, tu sais. Fait que c'est un film que moi, j'avais entendu beaucoup de commentaires là-dessus. Comme quoi c'était un très grand film. J'ai pas trouvé que c'était un très grand film, mais c'est un film qui est très intéressant. Puis qui est comme dans l'air du temps aussi, je pense, à cette Ça a époque-là. l'air drôle aussi. Ça a l'air. Non, c'est pas drôle. Pas drôle, Non, ok. c'est pas drôle. Non, c'est quand même très violent, pareil. Tu sais, Ouais, ok. ben, violent psychologiquement. Tu sais. Il n'y a pas trop de violence physique, là, tu t'en vois un peu, mais pas tant. Hmm. Mais c'est ça, c'est vraiment juste l'errance, puis le sentiment d'être pas accompli, mettons, de désirer une autre vie, puis de ne pas pouvoir La l'atteindre. recherche de C'est ça. soi. C'est ça. Puis c'est un gars qui est sur le chômage, puis sa mère a dit, ben, tu sais, trouve-toi une job, va travailler sa Mais construction, je y sais a-tu pas, tu sais. 33 ans? Non, il a peut-être 19 dans ce coin-là, c'est ça Parce que jeune. Jésus est mort à 33. Non, mais il est pas mort, il est pas mort. Ça finit mal, mais non, il est pas mort. Ok. C'est ça. Mais d'ailleurs, l'acteur, il est décédé, là, une couple d'années, à 43 ans. Ah. Son appartement a pogné en feu, puis il était asphyxié. Ouais. Voyons. Malheureusement, David Mais Bush. comment ça, tu sais ça? Ben, parce que j'ai été faire une recherche, savoir c'est quoi qu'il a fait d'autre dans la vie, là, parce que j'ai aucune idée c'est qui. Puis c'est ça, j'ai trouvé qu'il était mort. Tragique quand même. Ouais, ouais, c'est ça. Ok, ben ça a l'air intéressant. Tu l'as vu où, ce film-là, Sur sur Criterion Internet? Channel, ouais. Il l'a en Criterion, il l'a. Je sais pas si ça se trouve sur Internet, sur YouTube, mettons, peut-être. The Life of Jesus. La vie de Jésus de Bruno Dumont. C'est très intéressant. Je vous le Hmm. conseille quand même. Ben, ça a l'air intéressant. C'est pas un gros wow, mais c'est cool. C'est cool. J'avais pas trippé sur ma lutte. Ben, il paraît que c'était vraiment pas bon, ma lutte, là. Non, c'est ça. Ouais. Je suis sorti de la salle, c'était à Cannes quand même, tu sais. Tous les films de Cannes, tu sais, même A Personal Shopper, Ouais. que j'ai détesté à mort, tu sais, il y avait quand même quelque chose d'excitant d'être là, de le voir en salle, tu sais, mais beaucoup de films que tu te dis après, c'était mauvais, tu sais, mais en salle, l'expérience, tu sais, ça vaut le coup quand même, là. Mais tu sais, je sais qu'il a sorti comme l'année passée ou il y a 2 ans en France avec Léa Seydoux. Ce Ok, qui est sur. Il est-tu sur Crave ou en tout cas, je pense qu'il est sur Canopy, là. C'est trouvable. France. Il paraît que c'est bon. Il paraît que c'est bon, mais j'ai pas intéressant. vu. Alors, c'est ça. Puis il y a un autre film aussi de Bruno Dumont qui paraît que c'est bon, c'est L'Humanité. Sorti en 99. Il paraît que c'est bien, bien bon, mais Hmm. je l'ai pas vu non plus. Fait que... 99, c'est proche de. C'est-tu le film qu'il a fait après La vie de Jésus? Ouais, exactement. Exactement. Peut-être qu'il parle des mêmes thèmes. Peut-être. Fait que, Hmm. en tout cas, à découvrir Bruno À Dumont. suivre. Mais Ben d'ailleurs, j'ai une oui. anecdote de Raphaël Ouellette que lui, c'était son idole. Puis il a eu la chance d'aller souper avec, puis il dit c'est le pire des trous de cul, je ne veux plus jamais rencontrer mes Ça idoles. marche. Fait c'est ça. Il paraît C'est que c'était vrai? ouais, il paraît que c'était une merde. Colin. Ben souvent, nos idoles, on est mieux de pas les rencontrer, tu sais. Ben c'est ça, puis après ça, il a eu la chance d'aller dîner avec les frères Dardenne, puis il dit non, j'y vais pas parce que je veux pas gâcher l'image que j'ai. Sûrement qu'ils sont super sweet, les frères Dardenne, ils ont l'air vraiment relax, là, mais Ouais. il dit je veux plus jamais vivre ça. Ben c'est ça que. Parce que je connais des gens aussi qui ont. Tu sais, sur un bateau de croisière, ils ont rencontré leur chanteur favori, puis tu sais, c'était. Tu sais, c'était comme. C'était une mauvaise rencontre, là. C'était pas genre magique, c'était Tu pas. parles-tu d'Éric Lapointe, là, ou tu parles? Non, 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 pas du tout. Ok. Pas du tout, je parle pas de. Non, un bateau de croisière. Eric, il chante tous ses bateaux de croisière. Ah, peut-être. Mais je n'aimerais pas le nom là, du chanteur, mais c'est un chanteur d'âge quand même mûr, là. Ok. Bref. Faut pas. C'est ça. Des fois, vaut mieux garder ça dans nos rêves et tout. Donc, Absolument. Ah, moi, il m'en reste un. Veux-tu que j'aille avec le mien, peut-être avec tes affaires oui, Disney? parce qu'après ça, moi, c'est un thème comme conte de fées magique, Parfait. pas bon. Puis c'est un que j'ai pas grand-chose à dire. C'est un de mes cinéastes préférés, Aki Kaurismäki. Ben oui, j'ai vu ça. Puis j'ai regardé La vie de Bohème, un film qui est fait en 92, qui se passe en France, avec Mati Pellampa, qui est genre son acteur fétiche, qui est Hmm. décédé après dans ces années-là aussi.
parce qu'il avait peur d'aller à l'hôpital, puis il faisait de l'eau ses poumons, puis il voulait pas se faire soigner, fait qu'il est mort et tout. Colin, Mathieu ok. Lefray, il est génial, j'adore. La vie de Bohème, pour moi, c'est un film mineur chez Coris Maki. J'ai pas trippé tant que ça, parce qu'il y a des films que j'aime vraiment beaucoup dans son style. Tout ça, là, ça ressemblait à ce qu'il faisait, mais moins éclaté, je trouvais. Ok, Grosse vibe un peu à la Down by Law de Jim Jarmusch. ok, Dans ouais. le sens que c'est comme trois amis qui vont se connecter de manière bizarre, puis qui vont vagabonder, puis qu'il y a plus ou moins d'histoire. Hmm. Dans le fond, c'est que tu suis quelque chose Marx, qui est un auteur, qui est pauvre, puis qui peut pas payer son loyer, puis ça fait des mois qu'il est en Karl vacances. Marx? Non, mais c'est la référence. C'est Matt Marx, je ne me rappelle plus de son nom, mais en tout cas, Marc Ok, Marx. Puis là, il va se faire sacrer dehors de son logement. Il veut pas s'en aller. Fait que là, il reste là. Puis quand il revient, il y a un gars qui vient de rentrer puis qui habite chez eux, qui est un pianiste allemand, ou je me souviens plus trop quoi. C'est tous des artistes ratés. Puis là, lui, quand il est parti, il était au bar, puis il a rencontré un peintre qui est Matisse Lamba. Puis là, ils vont tous connecter ensemble, puis il va retourner chez eux, puis il va habiter là. Puis là, ils jasent avec les pianistes. Puis là, les trois commencent à habiter ensemble. Puis ben, tu sais, ils commencent à juste essayer de faire un petit peu d'argent. Mais tu sais, c'est tous des artistes ratés qui font rien dans hmm. la vie. Puis c'est un beau portrait de l'art en général, que tu sais, c'est du monde qui n'arrache, puis malgré toutes les bonnes volontés. Mais tu sais, Ouais. c'était drôle sans plus. C'était correct. L'histoire, il n'y a pas tant d'histoire. Je me suis un peu emmerdé. C'est ça. Dommage. C'est pas un incontournable chez Coris Maki. C'est Ça aussi, tu l'as vu sur Criterion sur le ou... Criterion Channel. Ouais. Je vous conseille plus L'homme sans passé. Hmm. Les feuilles Extraordinaire mortes? film. Les fins mortes aussi. Mais Comme L'homme sans Moby. passé, là, c'est très, très, très bon. L'homme sans passé, ok. Ouais. C'est un gars qui Quelle perd année, son ça? 95, je pense. Je suis pas sûr, mais je pense 95. Ok. Intéressant. Fait que oui. Alors, c'est ça. Colin. La vie de bohème. Je vous conseille pas nécessairement, mais tu sais, À si vous voulez suivre. voir les films de Coris Maki, ben, allez-y, là, ça se trouve. Peut-être qu'il est sur Ben, YouTube. il Ouais. faut explorer. Peut-être que les gens vont adorer ça. Ben, tu sais, allez voir d'autres films de Coris Maki avant. C'est Leningrad Cowboy, là, c'est bon, là, c'est drôle, c'est Hmm. bon. Il y en a plein de bons. Oui. Allez voir ça. Ou Rocky 6. Ouais, mettons ça. Merci. Court-métrage. L'homme sans. Euh, Non, c'est quoi le film du tueur à gages, là? J'ai engagé un tueur. oui, j'ai engagé un Je tueur. pense qu'il est sur YouTube, ça. Allez voir ça, c'est un incontournable. OK. D'ailleurs, Il était Jean-Pierre court, me Léaud semble, ce aussi. film-là. Oui, c'est 1h15, 1h20. Tu sais. Puis Jean-Pierre Léaud, qui joue le personnage principal dans J'ai engagé un tueur, joue un petit caméo dans La vie de Bohème. OK. Le grand Jean-Pierre Léaud. Intéressant. Oui, Colin. c'est ça. Aki Kaurismäki. Kikoris Maki. Donc, ben, je peux, écoute, sur tout ça, je peux terminer cet incroyable épisode avec un thème fantastique, Ben, qui est les contes de fées. Contes de fées parce que la grande nouveauté il y a 2 semaines, c'était Snow White, donc Blanche-Neige. Mais c'est pas Blanche-Neige et les sept nains, c'est juste Blanche-Neige. Mais c'est un film de Disney, live action, basé sur leur film d'animation, le premier, qui est sorti en 1937. Ouais, vas-y, Ben. Est-ce que c'est un autre film qui n'était pas nécessaire et qu'on peut se fier à l'original juste pour s'amuser, là? J'y arrive. C'est pas comme. C'est un film en live action basé sur leur film d'animation qui s'intitule Blanche-Neige et les sept nains. Mais là, ils l'ont juste appelé Blanche-Neige. OK? Et c'est un film de 1h40 environ, 1h45 peut-être, là. Comparé au film d'animation qui dure 1h28 et qui parle beaucoup de Blanche-Neige et les sept nains. Là, dans ce film-ci, c'est sûr que c'est pas nécessaire, Ben. Pour répondre à ta question, là, c'est sûr, c'est un autre live action qui est pas nécessaire, qui est ridicule aussi à aller voir aujourd'hui parce que les pensées d'aujourd'hui, c'est tout débâtir ce que les pensées d'avant disaient. Ça reste que les Cendrillon de ce monde, les Blanche-Neige de ce monde, les originaux, on les aime encore, là. On les écoute encore. En 1937, la qualité du dessin est encore incroyable. Puis, Ouais. c'est l'histoire de la belle-mère, la reine qui est. C'est même pas vraiment. C'est même pas expliqué dans le film d'animé que c'est comme sa belle-mère, là, dans le fond, qui a comme tué son père, puis que là, elle s'est emparée du trône, tu sais. C'est pas tant expliqué, tu sais. On se fixe juste sur Blanche-Neige qui est, selon le miroir,
de la méchante reine, la plus belle au monde. Donc là, la méchante reine qui veut être la plus belle au monde va faire en sorte que son chasseur, son homme de main, si tu veux, aille la tuer dans la forêt. Puis le chasseur, ben, il a un grand cœur, fait qu'il est pas capable de la tuer, puis il dit juste enfuis-toi, va-t'en. Puis au final, tu sais, la reine, la méchante reine, elle va faire tout pour tuer Blanche-Neige, donc elle va se transformer en vieille madame. Puis elle va aller lui porter une pomme bien rouge pour empoisonner, d'ailleurs, pour qu'elle s'endorme puis qu'elle reste morte à jamais. Tu sais. La seule façon de rompre le sort, Ben, c'est un premier baiser du grand amour. Et comme de fait, le prince charmant passait par là, les nains sont allés le chercher, puis là, le prince charmant, il l'embrasse, il a French, puis elle se réveille, puis ils vécurent heureux, Ben. Ça finit comme ça, l'histoire du premier film. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants dans le château. Pourquoi? Parce que la méchante reine, qui est toujours une vieille madame, s'enfuit après avoir donné une pomme, parce que les nains la pourchassent, jusqu'en haut d'un sommet d'une montagne rocheuse. Puis là, c'est elle-même, en essayant de tuer les nains en lançant une grosse pierre, il y a un éclair qui pète la roche, puis elle tombe de la montagne, puis ça le dit pas dans l'histoire, mais elle est morte. Tu sais. Elle s'est cassé le cou au bout, il y a du sang partout. Ça le dit pas dans le film, mais elle est morte. Elle est morte de même, la méchante reine. Là, tu fais un live action là-dessus. Tu sais, je veux dire, il y a pas de chair autour d'os, Mais il là. y en avait déjà eu aussi Il avant. y a eu énormément de films, Ben, sur Blanche-Neige. Puis, non seulement c'était pas nécessaire, mais il y a bien plus de films d'animation qu'on aimerait voir là, avant ça. Tu sais. Surtout que c'est une histoire qu'on connaît, puis qu'il découpe toute l'histoire. Là. Tu sais, comme là, dans le nouveau Blanche-Neige, c'est Gal Gadot qui joue la méchante reine. Puis, t'as Rachel Quelque chose Ziegler. Ziegler qui joue Blanche-Neige. Puis, tu sais, là, il y a eu beaucoup de mimes. Moi, je connais pas je sais pas pourquoi les gens détestent Rachel Ziegler, mais à ce qui paraît, elle est détestée de tous, là, parce qu'elle a fait des interviews, puis elle se plante tout le temps en interview parce qu'elle dit tout plein d'affaires qui fait enrager les réseaux sociaux, puis tous les fans détestent, là, en tout cas. Je sais pas pourquoi, mais bon. Euh, à ce qui paraît, elle est narcissique au bout, puis elle aime même pas ce qu'elle ajoute dedans. Un peu comme, tu sais, Millie Bobby Brown, je pense qu'il y avait eu un peu le même effet aussi, là. Elle aimait pas jouer ce qu'elle jouait, puis les gens étaient comme, ben, pourquoi tu la joues si tu l'aimes pas, tu sais. Fait que, dans le fond, là, ils vont déconstruire un peu l'histoire parce que, surtout au niveau du prince charmant, là, puis je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais le prince charmant devient un voleur. C'est un voleur ça ressemble beaucoup à Robin des Bois. Puis c'est un Robin des Bois qui s'appelle Jonathan, puis tu sais, il y a aucun prince charmant là, dans le film. C'est un Robin des Bois qui s'appelle Jonathan, puis Blanche-Neige va l'aider à s'évader parce que là, il volait les pommes les patates, je pense, du château, puis là, la méchante reine l'a pogné, puis elle le libère, puis là, après ça, son chemin va la recroiser, puis lui est avec ses amis, ses compagnons, dont un vrai nain est dans sa gang. Sauf que là, Blanche-Neige toute l'histoire de l'animé est expliquée. Là. La méchante reine envoie le chasseur porter Blanche-Neige en forêt. Blanche-Neige, bon, le chasseur, il a pas de couilles. Il la laisse partir. Blanche-Neige se perd dans la forêt. La forêt est comme est méchante. Finalement, elle va se faire sauver par les animaux. Puis elle va trouver la petite maison. Pas faite en sucre, Ben, mais la petite maison des nains. Puis là, elle rentre, elle pique un somme. Les nains arrivent, puis ils vont la voir. Mais les nains, tu sais, je trouve les nains, ils étaient bien là, dans le film. C'est du CGI, là, mais ils ressemblent beaucoup aux nains de l'animé. C'est pas des vrais nains, là, Je Ben. sais que Pete Dinklage il a pété les plombs en disant Hey, on existe. Pourquoi que c'est des ordis qui fait nous Oui, autres? Engagez-nous, on existe. j'avais vu ça aussi. Puis c'est là où je trouve que c'est hilarant parce que dans le clan, justement, du faux prince charmant, là, Robin des Bois, il y a un vrai nain. Il y a un acteur Ouais. nain qui est là, mais à côté, t'as les nains qui ressemblent un peu plus à des farfadets, là, tu sais, comme... Parce que dans l'animé de Blanche-Neige, veux pas, je sais pas si tu t'en rappelles, mais ils Ouais, ont c'est des pas des grosses nains, là. têtes, C'est là, ça, tu c'est pas sais. des nains nains, là. Pas des nains, tu sais, c'est comme... Ils ont des grosses Ouais. têtes, la grosse barbe, tu sais. Mais dans le film, ils ressemblent pas mal aux nains de l'animé. Fait que, tu sais, je comprends le point de Peter Dinklage,
Mais j'aime comment ils ont présenté les nains. Ça, je l'aime. Puis, tu sais, toute l'esthétique du film, c'est bien, là, c'est correct. Mais, tu sais, c'est rien de ce qu'on connaît de Blanche-Neige. Puis c'est ça que je trouve dommage, tu sais. Ils ont rajouté des chansons vraiment inutiles et plates. Il y a comme une longue histoire, tu sais, il y a un 20 minutes de plus là, que la version animée. Puis tu sais, t'as une longue intro où tu la vois avec ses parents quand elle est plus jeune. Puis là, t'as toute l'histoire de son père qui se fait envoyer en guerre, se faire tuer en fait. Donc le père de Blanche-Neige disparaît. Puis c'est l'histoire classique, là. La méchante reine envoie le chasseur aller tuer Blanche-Neige, puis toute la kit. Mais, tu sais, pourquoi faire un live action, puis juste déconstruire tout le film? Tu sais, ça aurait pu être un live action du film d'1h28, puis avec tous les mêmes détails, puis, tu sais, ils l'ont fait avec The Lion King, ils ont rajouté quelques trucs, là. Mais, tu sais, The Lion King, c'était exactement la même chose, puis en live action. C'était bien sans plus. Là, c'est parce que, à la place d'avoir un bien sans plus, t'as un, c'est pas bon, tu sais. C'est ça, pour vrai. Puis, tu sais, dans le film d'animation, non seulement le dessin est quand même incroyable là, pour 1937, mais tu sais, les grosses scènes, là, genre vraiment magiques, comme la méchante reine qui fait sa potion, qui devient la vieille madame, tu sais, tout l'aspect justement l'aspect obscur de la chose, on l'oublie complètement dans ce film-là. Ça se passe super vite, puis tu sais, on dirait Gal Gadot, elle voulait pas rester vieille, genre longtemps dans le film. Fait que, tu sais, cette scène-là, elle se passe vraiment une fraction de seconde, puis la fin est complètement changée, là. C'est une fin qui ressemble, ben, parce que tu le savais que Blanche-Neige, comme plusieurs histoires de Disney, qui sont tirées des frères Grimm Ouais. à la base. Puis les histoires, les contes des frères Grimm, c'est très obscur. C'est presque de l'horreur, là. Tu sais, c'est très dark. C'est pour adultes. Puis, il y a une fin quand même, tu sais, Blanche-Neige, tu sais, elle a une fin différente aussi dans les frères Grimm. Puis, la méchante reine, elle a une fin différente aussi. Tu sais, dans l'histoire du film d'animation, la méchante reine, elle fait juste mourir par la nature. Tu sais, c'est un éclair, puis elle tombe d'une falaise. Tandis que là, bon, je veux pas trop en dire dans le film live action, là, vous le verrez peut-être sur Disney+, peut-être qu'en salle aussi, en famille. Mais c'est une fin qui reflète un peu plus les frères Grimm. Un peu comme le film de Rupert Sanders. C'était ça son nom? J'ai aucune Rupert idée. Sands. Je sais pas. Celui qui a fait Blanche-Neige et le chasseur. Ouais. Il a pas fait des bons films, là. Il a fait genre Ghost in the Shell en live action, c'était à chier. Il en a fait un autre aussi qui était vraiment mauvais. Mais il a fait Blanche-Neige et le chasseur, qui est Kristen Stewart joue Blanche-Neige, avec Charlie Theron qui joue la méchante reine. Ça avait beaucoup de. Tu sais, ça avait des chances d'être très très bon, ce film-là. Chris Hemsworth qui jouait le chasseur. Mais au final, tu sais, c'est une histoire de Blanche-Neige. Tu sais, il y a des nains dans cette histoire-là, puis tu sais, ça se base un peu plus sur le conte des frères Grimm, moins sur l'histoire justement des Disney qu'on connaît. Mais la plupart des gens connaissent pas les frères Grimm, fait que, tu sais, ils pensent que c'est l'histoire de Disney, finalement, c'est pas ça. Mais tu sais, dans ce film-là, parce que dans le conte des frères Grimm, la méchante reine, elle a un frère qu'elle aime plus que tout. Il y a comme une histoire d'inceste aussi là-dedans. Fait que ça fait en sorte que là, il y a le chasseur puis il y a son frère. Tandis que dans l'histoire, je pense, des frères Grimm, c'est son frère qui l'envoie Ok. tuer Blanche-Neige. Puis lui, il est comme pas capable, fait que elle déteste son frère pis tout. Mais t'as le film Blanche-Neige, ben en fait c'est Snow White, A Tale of Terror, Ouais. une histoire d'horreur. C'est un film de 1997 de Michael Cohn. Je sais pas si t'as déjà vu ce film-là. Non. Moi, je l'ai eu récemment, je l'ai trouvé en VHS. Fait que je l'ai regardé. C'est Sigourney Weaver qui joue la méchante reine. Puis t'as Sam Neill qui va jouer le père de Blanche-Neige. Mais là, c'est Blanche-Neige, mais c'est basé sur les frères. C'est basé sur le conte des frères Grimm. Fait que c'est plus dark. T'as Sigourney Weaver qui joue vraiment la méchante reine, tu sais, elle amène une certaine humanité au personnage parce que elle veut un enfant, un héritier de elle, tu sais, pour le roi, qui est le père de Blanche-Neige. Fait qu'elle commence à détester Blanche-Neige parce qu'elle veut que son héritier à elle devienne
le prochain roi, puis il aille toutes les louanges. Mais il meurt né. Il meurt né. Il naît mort. Puis c'est un bébé mort-né, en fait. Puis là, elle devient comme folle, puis elle déterre, puis elle essaye toutes sortes d'enchantements pour. Puis là, le miroir devient un double d'elle. Fait que c'est comme une autre Sigourney Weaver un peu maléfique. Puis là, bon, elle va. Toute la scène qu'on connaît de Disney, là, elle devient une vieille madame et ça va porter une pomme. Puis, tu sais, t'as Blanche-Neige qui, elle, est perdue, tu sais, dans la forêt. Puis c'est pas vraiment des nains, là, dans le film. C'est juste des gars, on dirait des voleurs, des vagabonds, qui vivent ensemble. Puis elle va tomber amoureuse de un des vagabonds. Je sais pas si c'est ça exactement, là, le conte des frères Grimm. Mais tu sais, t'as un prince charmant dans l'histoire qu'il sert à rien, là. Il se fait comme envoûter par la méchante reine, toute l'équipe. Mais tu sais, t'as le frère de la méchante reine aussi là-dedans. C'est un film qui est regardable, là. Tu sais, c'est très bien. Y a-t-il un Pour lien avec l'époque aussi. Disney là, au niveau de la production, ce film-là, ou c'est complètement autre chose? Tu parles de A Tale of Terror? Ouais, ouais. Non, ça n'a aucun lien avec Disney. C'est même, on dirait que c'est un téléfilm, même. Ok. Sam Neill a souvent fait des films un peu, tu sais, des contes un peu téléfilms, là. J'ai aussi VHS de Merlin. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Euh, Merlin, c'est un film de 2000. C'est l'histoire de Merlin, là, Merlin l'Enchanteur. Mais tu sais, c'est pas du tout l'histoire de, justement, euh, Merlin l'Enchanteur, là, le film d'animation de Disney. Là, ça n'a aucun lien avec ça. C'est vraiment un vieux Arthur aussi. Puis, tu sais, c'est Sam Neill qui joue Merlin, qui est comme devenu, malgré lui, un sorcier. Puis, un enchanteur, en fait. Là. Puis, tu sais, il y a Helena Bonham Carter qui joue là-dedans aussi. Puis, en tout cas. Mais ça ressemble, ça file vraiment à téléfilm, là. C'est pas très bon, là. Il n'y a pas des bons CGI non plus. Puis, tout ça. Des fois, c'est plate. Mais, mais tu sais, c'est le même genre de film, Snow White, A Tale of Terror. Mais c'était bien, tu sais. Parce que c'était dark aussi. Il y a des loups là-dedans. Puis les loups, ils ont comme des yeux vitreux, là. C'est vraiment, ça fait peur un peu. Je l'ai préféré à la nouvelle mouture de Snow White, malheureusement. Mais c'est ça, Snow White, est-ce que je pensais vraiment que ça allait être bon? Non, Ben. Je suis allé en salle pour vous. Je me suis sacrifié pour vous parler de ce film-là, puis vous dire à quel point c'est mauvais. Mais je ne sais pas pourquoi ils s'entêtent encore à faire des live-action de contes, vraiment, tu sais, des films qui sont des succès encore aujourd'hui animés, tu sais. Tu sais, comme on se l'est souvent dit, les live-action qui mériteraient d'être faits, c'est des films qui ont été tu sais, un peu sous-estimés, animés, là, si on veut. Tu sais, au début des années 2000, là, Atlantis, ouais. tu sais, Treasure, Planet Treasure, c'est ça, la planète au trésor, c'était Ouais. bon, là, tu sais. Puis, il me semble, en live-action, ça serait grandiose, tu sais, il y aurait de quoi à faire là-dedans. Mais tu sais, Snow White, là, viens pas me dire que ça a coûté des millions faire ça, là. Je sais pas Ben, combien ça a coûté, mais tu sais, le budget de ça va être immense. Ça doit pas être bon sens, là. pour ce que c'est en plus, Ouais. c'est sûr qu'ils ont perdu énormément de budget. Ben, je sais pas si ça marche au box-office. J'ai pas l'impression que ça marche tant que ça, mais peut-être. Je pense pas. Je pense qu'il. Ben, en tout cas, il marche peut-être, mais il se fait dénigrer au bout. On va aller voir. Je pense même l'actrice, là, Rachel, elle a Ouais. fait genre elle a fait des posts là, où ce qu'elle dit, je comprends pas pourquoi les gens aiment pas le film, on a fait quelque chose de magique. Pis tout. Mais en gros, c'est ça. Le film, c'est un film de Mark Webb, que justement, avant de faire le podcast, tu sais, tu me disais que c'est effectivement lui qui a fait 500 jours avec Summer. Là. Ouais, très grand film. Ah, le budget de Blanche-Neige, c'est 210 millions. Énorme, c'est énorme. Pour les nains. Même s'il parle entre 240 et 270. C'est énorme, ça n'a pas de bon sens, là. C'est beaucoup. Check donc pour le fun, admettons Lion King, tu sais. Avec tout le CGI de Lion King, c'est sûr que c'était plus. Là. Mais Snow White, tu sais, je veux dire, c'est énorme pour ce qu'on a, tu sais, parce qu'il n'y a rien là, là-dedans. 260 de Roi Lion. Wow, C'est à peu ok. près la même chose. Mais C'est tu sais, pour les actrices aussi, tu sais, c'est pas. Puis, mais c'est parce que c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, le film en soi, ok, il change le prince charmant, il change quelques idées de l'histoire différentes. Ça me va. Tu sais, comment ils ont fini le film, c'était plate, là, il se passait rien, mais c'est différent du film d'animation, puis tu sais, en live action, ils veulent toujours aller ailleurs, puis c'est bien comme ça. Mais au moins, engage des acteurs
qui savent jouer, là, tu sais. Gal Gadot, là, horrible, c'est horrible. Elle est super belle, là, mais je veux dire, je l'aimais en Wonder Woman, mais Christy, elle a aucun jeu d'actrice, là, elle. Tu sais, elle est pas bonne là, dans son rôle. Rachel Zegler, j'ai jamais aimé, d'ailleurs. Rachel Zegler, dans West Side Story, elle chante, là. Oui, elle chante bien, mais elle sait pas jouer. Elle sait pas jouer, tu sais. Même chose dans le Hunger Games qu'elle a fait, là. The Ouais, Songbird and the ouais, ouais. Snake. Mauvaise, très mauvaise actrice. Arrêtez de l'engager, tu sais. Fait que c'est ça. Ben, pour toutes ces raisons, ben, c'est dommage parce que c'est ça, le réalisateur, c'est Mark Webb. J'ai bien aimé c'est Amazing Spider-Man. Peut-être moins le 2 là. Mais, tu sais, il a quand même un certain talent, ce gars-là. Puis, il se retrouve à faire ça. Mais tu sais, 500 jours avec toi, c'est-tu son scénario ou c'était juste sa réalisation? Parce que tu sais, c'est le scénario qui est. Ben, la réalisation est fun aussi, mais le scénario était Ouais, pas. bonne question. Hmm. Mais, tu sais, je peux continuer aussi avec les live-action de Disney. Tu sais pas son scénario, fait que c'est ça l'affaire. Ah, Ouais. ben, il n'y a aucun talent, ce gars-là. Il n'y a aucun talent. Non, mais Mark Webb, tu sais, c'est dommage pour lui. Mais si je continue dans la live action de Disney, là, le seul que j'avais jamais vu encore, c'est un live action de Disney Plus, sorti sur Disney Plus. Je pense que Ouais. c'était pendant la pandémie, là. Il est sorti en 2023. Non, la pandémie était finie. Mais pendant la pandémie, ils l'ont annoncé, tu sais. Fait que, puis j'étais quand même très hype à ce que ce film-là sorte. D'un cinéaste que j'adore, moi, ce gars-là, je trouve Oui, ça génial. Ben, il fait je un film sais, sur deux qu'il fait pour financer son autre film qui fera pas d'argent, là, mais ouais, mais c'est mais c'est génial. ça. L'affaire, c'est que c'est un film de David Lowery qui nous a donné The Green Knight, qui a fait beaucoup. Tu sais, Un un Ghost Ghost Story, je Story, l'ai pas vu, c'est mais fou, Red de Ghost Story, c'est à ce qui tellement paraît, bon. c'est fou raide. Ouais. Tu sais, il nous a donné d'autres films aussi, puis tu sais, là, il se retrouve en 2023 à nous sortir Peter Pan and Wendy. Premièrement, appelle-le Peter Pan, ton film, là. C'est quoi ce titre-là? C'est cave. Deuxièmement, dans ce film-là, les garçons perdus, c'est pas les garçons perdus, parce qu'il y a des filles aussi. Peter Pan, c'est une autre nationalité, là. C'est pas un blanc roux, là. Je sais pas l'acteur est quelle origine, là. Il a l'air d'être libanais, peut-être arabe. Alexander Moloney. Ah, il a fait un autre film, Bad Seed, de Louis Archambault. Mais c'est un acteur britannique. Mais Ok. bon, il a le teint foncé quand même. Il ressemble pas du tout au Peter Pan qu'on connaît. La Wendy, elle a de l'allure. Mais pour vrai, même avec toutes ces raisons-là, c'est pas ça le problème du film, là. Mais c'est sûr que ça te frappe, là. Tu sais, comme quand moi j'ai vu le casting, quand j'ai vu l'annonce aussi, je me suis dit, tu sais, c'est quoi ça? Tu sais, c'est quoi le. Genre, c'est changer la race pour rien, dans le fond, là. C'est Disney. Mais pour vrai, l'acteur qui joue Peter Pan, il est bon, il est bien, là, c'est correct. Mais le plus grand défaut du film, c'est le Captain Hook, C'est qui? joué par Jude Law. Puis c'est affreux. Il est pas bon. Genre, c'est pas du tout le Captain Hook qu'on connaît. Il a les cheveux, genre, plats. Puis il a les cheveux gris. Puis il a une moustache grise. Puis un gros crochet tout croche. Tu sais, pourquoi tu ne donnes pas le vrai crochet, genre, en argent. Puis vraiment tout droit, rayonnant. Tu sais, il brille, là, son crochet à Captain Hook. Tu sais, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. Mais j'ai vraiment détesté le jeu de Jude Law dans ce film-là. D'ailleurs, dans ma critique, je disais que Jude Law jouait un meilleur Captain Hook dans Skeleton Crew. Ouais. Parce que dans la série Star Wars, là, Skeleton Crew, il joue un genre de pirate là, de l'espace, un ancien Jedi qui est devenu pirate. Puis il joue un peu un Captain Hook. Puis là, après ça, je regarde ça, Peter, Pan and Wendy. Puis pour vrai, j'ai détesté le film, j'ai pas aimé. La réalisation de David Lowery est belle. Puis tu sais, tu sens sa réalisation derrière le film. Tu sais, tu sens sa touche personnelle. Puis ça, tu sais, c'est bien là, pour le film. Mais j'ai pas ressenti. Tu sais, même à ça, David Lowery, tu sais, ce qu'il a fait, j'ai pas ressenti le conte de fées, tu sais. Puis moi, quand je regarde Peter Pan, ben, je vais ressentir le petit garçon en moi, tu sais, qui se retrouve au pays imaginaire. Puis dans ce film-là, c'est un peu trop dark, je trouve.
Tu sais, David Lowery, il fait beaucoup d'affaires dark, là, aussi. Mais, tu sais, je me sentais pas au pays imaginaire, puis c'est ça. Pour toutes ces raisons-là, j'ai pas aimé le film, là, mais c'est un film Disney Plus aussi. Je sais pas je sais pas combien de montants ils ont mis là-dedans, mais tu sais, je trouve que c'était très bon la scène où Peter Pan les emmène au pays imaginaire. Là, tu sais, il volait dans les airs, dans le noir, puis tout. Ça, c'était vraiment tu sais, une belle reproduction du film animé. Euh, mais j'ai pas grand-chose à dire, là, à part que j'ai pas aimé le film. Mais tu sais, il a financé ça pour faire. Ben, il a fait ce film-là pour financer Mother Mary, qui s'en vient cette année ou l'an prochain, avec Anne Hathaway. OK. Ben, on de Mais voir tu ça là. sais, ça y a-tu. Tu sais, je veux dire, il a financé ça grâce à ça, mais c'est son cachet personnel qu'il a reçu pour réaliser Peter Pan, là. Non, mais des fois, tu sais, il y a des cinéastes qui font ça des fois que, mettons, il fait un film de commande pour dire après ça, on te laisse faire ce que tu veux après, puis après ça, nous fera un film de commande qu'on va faire du cash, puis OK. on va faire comme ça. Mais c'est Disney qui produit son prochain film? J'en doute. Mais c'est peut-être, je sais pas, j'ai aucune idée. OK. Ben, j'imagine que non. J'imagine que non. Parce que je pense pas que Peter Pan and Wendy a fait beaucoup de cash pour. Ben, c'est sûr, c'est Ben, c'est Disney pas au Plus, cinéma, là. c'est ça. C'est A24 qui fait son prochain. Intéressant. Voilà. Mais pour me consoler, après, Ben, j'ai quand même une bonne nouvelle là, dans tout ça. Pour me consoler sur Disney Plus, vous avez aussi Pete's Dragon. Bon, ça m'intéressait, ça. Ben, moi, je l'ai vu au cinéma. J'étais pas sûr. Quand je suis sorti de la salle au cinéma, j'étais pas sûr. Puis quand j'avais fait mon Letterboxd, c'était quand même. Tu sais, Pete's Dragon, là, c'est 2016. Puis tu sais, moi, ça fait comme 2 ans que j'ai Letterboxd. Puis C'était-tu avant ou après Ghost Story? C'était avant, je pense, hein. 2016, je pense que c'est avant. Ghost Story, je pense que c'est 2017. Je Ouais. me trompe pas. Mais Pete's Dragon, je l'avais vu au cinéma, puis j'étais pas sûr. Mais quand j'ai fait mon Letterboxd, il me semble que je l'ai noté peut-être rapidement, mais j'avais donné une étoile. C'est sûr que c'est pas une étoile, ce film-là. Puis quand j'ai réécouté après Peter Pan and Wendy, puis pour vrai, j'ai presque pleuré dans le film, là, parce que c'est l'histoire. Je sais pas si t'as déjà écouté Pete's Dragon plus jeune. Non. Il y a un vieux film de ça, Non, puis je pas. pense qu'ils ont fait un animé aussi de ça, une série animée, là. Mais c'est l'histoire d'un jeune garçon. Ben, en fait, je te parle du live action, là. C'est le jeune Peter que il est en voiture avec ses parents, puis il y a un accident de char. Ses parents meurent, puis lui, il est comme perdu dans la forêt. Puis là, il trouve un ami imaginaire. Ben, un ami qui va refléter par la suite l'ami imaginaire, là, mais c'est Elliot le dragon. Un gros dragon vert qui vit dans la forêt, puis il se cache un peu, il se camoufle, parce qu'il a le pouvoir de se cacher. Puis il vit avec lui. Tu sais, mettons, l'accident a lieu quand il a peut-être 8 ans. Puis là, il est comme rendu à 10 ans, puis tu sais, il est encore dans la forêt. Tu sais, il a comme vécu 2 ans là. Puis là, c'est une famille. T'as Carl Urban, qui va jouer prochainement Johnny Cage, qui, lui, il travaille pour son frère. Ils ont comme une série ensemble. Fait qu'ils font un peu de déforestation. Puis, t'as Bryce Dallas euh, Howard. Howard, qui va, elle, c'est une garde forestière. Puis elle est mariée avec le frère de Carl Urban. Puis elle va trouver le jeune Peter nu dans l'herbe. Puis là, elle va le ramener chez lui. Puis lui, c'est comme, non, je veux retourner avec mon ami, tu sais, laissez-moi aller voir Elliot, puis toute l'équipe. Puis dans le film, tu as un Robert Redford qui joue le père de Bryce Dallas Howard, qui lui raconte depuis qu'ils sont tout jeunes, il raconte des histoires sur un dragon qu'il aurait vu dans la forêt. Puis il y a personne qui le croit, puis il pense que c'est un vieux sénile, puis c'est contes de fées, puis toute l'équipe. Puis là, ça se retrouve que là, bon, le dragon existe. Fait que là, c'est comme la chasse au dragon. Puis, tu sais, t'as Carl Urban, que c'est comme le vilain de l'histoire qui va aller chasser le dragon, puis il veut le revendre après, puis tout le kit. Puis t'as la famille, justement, qui aide Peter à sauver Elliot, le dragon, puis tout le kit. Mais c'est vraiment beau, la fin. C'est triste. Je vous le conseille, je vous le conseille. C'est un très beau film. Tu vois du David Lowery aussi, tu sais, dans la réalisation. Là, la réalisation est belle. Le dragon est beau aussi, il est cute. Toute la kit. Mais moi, je suis un grand amateur de dragons, Ben, tu me connais. J'adore les dragons, petits ou grands. D'ailleurs, il y a How to Train Your Dragon en live action qui sort en juin. Hâte de voir ça. Ils n'ont pas fait une affaire, c'était sa maison symphonique ou à Place des Arts qui faisait How to Train Your Dragon, mais en musique. J'ai-tu vu ça, moi? Peut-être. Peut-être j'ai rêvé, mais en tout cas. T'as peut-être rêvé à ça, Ben, Peut-être. mais
La musique est très bonne dans le film. Ouais. T'as-tu vu les films d'animation? Non, je les ai pas vus. Non, il faudrait. Faudrait. Mais tu sais, moi j'ai peur. Ben, tu sais, en fait, ça va être. Ben, c'est peut-être mieux de même aussi, mais ça va être comme Disney, en fait. Là. Ça va être le même film. Ouais. Mais j'espère justement qu'ils changeront pas trop de. Tu sais, ils ont quand même changé déjà quelques personnages, là, mais tu sais, si c'est la même histoire, moi je suis open. Là. C'est La un très suite. bon film. La suite. À suivre. Sur Disney c'était là mes scoops qui me restaient à dire. Sur Disney on a des nouveautés. Il y a toujours Daredevil Born Again qui joue le mardi. Il y a 9 épisodes en tout, si je ne me trompe pas. On est rendu à 6 épisodes. Donc, cette semaine, c'est le septième épisode. Puis l'épisode 6 c'est quelque chose. J'ai hâte de t'en jaser, là. Mais l'épisode 6 c'est quelque chose, c'est bon. Les nouveautés sur Disney on a Moana 2 qui est sorti il y a quelques semaines. Si ça te tente de le voir. Puis, il y a aussi A Complete Unknown Ok, ils viennent de sortir, là. Ok. de James Mangold. Donc, l'histoire de euh, Bob Dylan. Bob Dylan. Ouais. Joué par le meilleur, l'acteur préféré à Benz, Timothy Chalamet. D'ailleurs, qui n'a pas gagné d'Oscar. Ah, tu sais, dans Call Me By Your Name, il était très très bon, là. C'est- Lâche-moi les violons, Ben. Lâche-moi les violons. Donc, c'était les scoops sur Disney+. Ouais. À suivre. C'était les nouveautés de cette semaine. Je vous conseille plusieurs films. T'sais. Qu'est-ce qu'on regarde pour la semaine prochaine, Ben? Tu vas-tu aller voir Minecraft au cinéma? En avant-première, moi je capote si je vais aller voir ça. Je vais courir. Ben, Aller tu vois, voir Emma Myers. mais tu sais, je suis plus. Oui, c'est vrai, ça, c'est une actrice que t'aimes bien. Mais tu sais, moi, je suis plus, admettons, hype pour justement des jeux vidéo qui se font faire des live action plutôt que des films d'animé Ouais. qui se font faire des live action. Tu sais, les jeux vidéo, au moins, tu peux bâtir une nouvelle histoire, puis ça peut être le fun à l'écran, même si la plupart ont un mauvais film. Là. Mais l'affaire, c'est que je sais pas c'est quoi Minecraft. J'ai jamais joué. Je sais aucune J'ai idée ça jamais a l'air joué de non quoi. plus. Fait que je peux pas. Je sais pas. Ça s'adresse pas à moi de toute façon, là. C'est correct, là. Ben, pour vrai, ça a l'air d'être un film pour enfants, genre Ouais. vraiment jeune. Ouais. Puis tu sais, si t'aimes Jason Momoa, je pense pas que tu vas l'aimer là-dedans parce que ça a pas l'air d'être le Jason Momoa qu'on connaît, là, tu sais. Ben, j'aime pas Jason Momoa, fait que je suis correct. OK. Ben, tu sais, on dirait comme le. C'est depuis, on dirait Fast 10. Tu sais, dans Fast 10, là, je sais pas d'ailleurs s'ils vont sortir Fast 11 bientôt. On voit plein de. Moi, je suis la page là, de Fast and Furious. Je suis pas un fan, Ben, je suis pas un fan. Mais mais il y a rien qui nous dit quand est-ce que le 11e film sort. Mais tu sais, techniquement, il serait censé sortir cette année parce qu'il avait dit juste un an d'écart entre les deux. Mais là, on n'a rien vu, fait que d'après moi, ça sort pas cette année. Mais t'as Jason Momoa qui joue le méchant là, dans le 10. Ouais. Tu sais, je t'avais parlé, là, il joue un espèce de Joker un peu bizarre, non-binaire, puis tout. Puis on dirait que c'est comme sa nouvelle personnalité parce qu'il a l'air d'être la même Ouais. personne dans Minecraft. Ça a l'air vraiment bizarre. Puis là, prochainement, tu vois, James Gunn, ben, ils ont annoncé les deux qu'ils allaient finalement jouer Lobo dans Supergirl, A Woman of Tomorrow. Lobo, qui est un personnage, un anti-héros, si on veut, là, de DC Comics, assez populaire. Là. Surtout contre Superman. Là, ils le mettent dans Supergirl. Je ne sais pas à quel point ça va être bon, mais tu sais, quand ils ont annoncé Jason Momoa en Aquaman, les gens disaient déjà, ben, ça aurait été un parfait Lobo. Fait que, tu sais, c'était un choix bizarre là, qu'il fasse Aquaman. Mais bon, à suivre, tout ça. Mais c'est parce que Lobo, il doit être violent, là, il doit être sauvage. Fait qu'il faut pas qu'il joue la folle. Là. Tu sais, dans le sens que faut pas qu'il joue un homme non-binaire qui, tu sais, un peu efféminé. Là. C'est pas ça, Lobo. Bref, à suivre. À suivre. Qu'est-ce que t'écoutes pour la semaine prochaine, sinon? Ben, je sais pas, j'ai pas de plan, là. On verra. Moi non plus, je suis pas de plan. C'est une bonne question, ben, c'est une bonne question, mais non, non, je suis très curieux. Prochain film, tu sais, prochaine Ah, ben, tu sais, sortie. lundi, je risque d'aller voir l'histoire de Suleiman, le film Oh, de Boris Loughin, là, qui paraît que c'est oui, bien, bien bon, puis il joue à Bel lundi. Fait que, ouais, allez voir ça. à suivre. Ouais. On se tient au courant à Qu'est-ce que tu regardes? Ouais.